Bienvenue dans l'épisode 163 de Show de cartes, votre podcast. On a ouvert l'enregistrement en même temps que les rouges s'éteignent au circuit Gilles Villeneuve. On a un épisode spécial aujourd'hui pour vous autres. On est avec les deux gars de Pas de cartes, Alex et Greg. Je suis avec mes acolytes, Guillaume, Paul et Yanakis aussi. Donc là, on est 6 dans l'écran, pas tous en même temps, mais comment allez-vous, messieurs? Je vais commencer par Alex et Greg. Nos cousins français qui sont dans le bas de l'écran. Salut les gars. Salut à tous. Merci de nous avoir invités. Merci pour cet honneur. Ça va être une belle collaboration. J'ai l'impression qu'on va avoir du fun à jaser hobby aujourd'hui. Puis Guillaume, Paul, Yanakis, comment allez-vous, vous autres? Ça va aussi bien que le départ. Aucun accident. Oh. Donc, Je suis déçu. nickel. Yanakis est en forme parce qu'il a son petit drink en plus. On n'a jamais vu ça durant les soirs d'enregistrement la semaine. Mais pas juste ça. Comme moi et Guillaume, on se disait tantôt par message texte, c'est probablement la plus belle température qu'on a vue depuis que ce podcast-là existe. C'est extraordinaire. Il fait à peu près 25 à Québec. Beau soleil, petite brise. Le ciel est bleu. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Et en France, il fait noir, mais il fait beau. Là, il fait beau. Ça va. Surtout en Bretagne. Il y a encore du soleil. On est bien. Ah, OK. Excellent. Donc, toi, Guillaume? Ah, ben moi, ça va super bien, boys. Enregistrer une journée comme ça, c'est pour l'amour du hobby. Effectivement. Damn right. Écoute, c'est le début d'une collaboration. On en a parlé un petit peu dans l'antichambre entre Pas de cartes et Show de cartes. On trouvait les deux entités que c'était un match parfait pour faire une collaboration parce que, bon, on est deux podcasts francophones. Le hobby est en pleine expansion en Europe. Justement, parlant de cette expansion-là, vous êtes des collectionneurs à la base, mais comment est arrivée l'idée de créer Pas de cartes? Alors, pour un petit peu la genèse de l'histoire, le podcast Podcart a été créé donc par Adrien et moi-même. Donc Adrien qui a quitté l'aventure depuis quelques temps, et c'est Alex qui nous avait rejoint maintenant il y a 2 ou 3 saisons. Alex vous le dira, vous l'expliquera bien. Et comme beaucoup de choses dans le hobby, le renouveau ou l'essor, c'était le post-Covid en fait, avec Adrien qui était collectionneur aussi d'Ovechkin et qui l'est toujours. M'avait dit j'aurais bien fait un podcast, et c'est vrai qu'on en parlait, et on se disait tiens, nos personnalités fonctionneraient bien, et puis on s'est lancé, mais vraiment sans prétention, comme ça à la cool. On a dit on fait ça vraiment sans idée derrière la tête, et puis ça fait 5 saisons que ça dure. On élabore des émissions, des podcasts, on essaie d'aller sur les card shows, on essaie d'informer les gens, de faire plein de choses. Donc voilà, au début rien de particulier, juste une aventure entre deux copains. Puis toi, Alex, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as joint cette aventure-là avec Adrien et Greg? Alors, moi, je vais dire un truc que j'ai jamais dit. Tiens, j'en profite. Excuse. Je pense savoir comment j'ai appâté Greg à venir me parler. Je pense savoir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Greg, c'est l'un des plus grands collectionneurs de Derek Jeter de l'univers, de la galaxie, du monde. Au moins de France, ou peut-être au moins de Bretagne. On ne sait pas encore, mais de France, pas loin, je pense. Et moi, j'avais fait une vidéo sur mes réseaux, parce que je parlais de cartes, mais moi, de très large. Ça parle de Pokémon, de One Piece, à l'époque, pas One Piece, mais c'était surtout Pokémon, sport, globalement. Et j'ai fait une vidéo pour dire que Derek Jeter lançait Arena Club. Et là, je me trompe pas. Je vois Greg, je me trompe pas. Et quelques jours, semaines après, je sais pas, Greg m'écrit en me disant ouais, on a un podcast avec Adrien, on parle aussi, on fait des news, hein, et je vois que tu fais des petites vidéos sur les réseaux sociaux, tu fais des news. Ça te dirait de nous rejoindre et de gérer ça avec nous, de l'ajouter ta touche justement sur ce qu'on fait. Et là, ça faisait déjà 2 ans, si je me trompe pas, que Podcart existait. Et moi, je dis trop chaud. Moi, j'étais trop content. Moi, j'étais même fier parce que ça veut dire que il y a des gens qui voyaient ce que je faisais et que ça plaisait. Donc, j'ai dit trop bien. Et 2 mois après, on était au premier card show ensemble, tous les 3. Et puis, plus de 2 ans après, on est toujours là. Greg et moi, on était encore en card show il y a 1 mois. Donc, voilà, on est toujours là.
à faire des news, à faire des connexions, à faire des interviews. On sort d'interview là il y a 25 minutes. On était en interview avec une collectionneuse. Donc on montrait qu'il n'y avait pas que des collectionneurs, il y a des collectionneuses aussi. Donc voilà, comment tout s'est enclenché. Puis, question qui me vient, les boys, vous dites 5 ans que le podcast existe ou le projet, mais c'est combien d'épisodes ça représente? C'est des épisodes qui sortent aux semaines? C'est comment ça fonctionne, votre projet? Non, nous, le problème, c'est que c'est la régularité en termes d'épisodes. C'est vraiment un peu à la volée, au plaisir. Donc, on doit être à une 60aine d'épisodes parce qu'il y a les réguliers et après, on a eu des hors-séries, il y a eu des interviews un petit peu. Pardon, on va dire une 60aine. Sauf que parallèlement au podcast aussi, on a des émissions comme Dans ton classeur qui sont vidéo. Donc, ils sont sur nos chaînes YouTube, donc ils ne sont pas en podcast. On a quand même plusieurs choses en même temps. Donc, en plus de podcast, si on fait l'émission Dans ton classeur, on fait pas de podcast cette semaine-là. On fait des cartes shows, on fait des lives, des interviews ou des news aussi sur notre compte Instagram où Alex, d'ailleurs, est venu aussi nous aider là-dessus parce que niveau réseaux sociaux, on était tellement nuls qu'il a apporté sa touche et sa connaissance parce qu'Alex, il connaît énormément de choses dans plein de domaines. Donc, c'était l'idée. Mais il n'y a pas une régularité. C'est vrai que je vois le vôtre ou des podcasts que je suis régulièrement. On attend son podcast tel jour. Pour nos auditeurs, c'est plus compliqué. Mais vous allez finir par arriver. J'imagine qu'éventuellement, votre régularité va arriver ou c'est vos auditeurs qui aiment peut-être aussi la formule. Puis écoute, moi, je vous écoute. J'attends aussi avec impatience que votre nouvel épisode sorte. Là. J'ai adoré, puis vous parlez d'entrevue, que vous venez d'en faire une. J'ai adoré votre entrevue avec Emmanuel Petit. Veux pas un joueur légendaire de soccer français qui vient dans un podcast comme ça. C'est quand même intéressant. Comment est arrivé le fait que vous avez été capable d'interviewer une légende comme ça? C'est Alex va répondre, mais c'est un peu à l'image du hobby français. En fait, À l'arrache. alors je vais faire le lien avec tout ce qui a été dit parce que c'est super intéressant, je trouve. Nous, à la base, notre objectif de base, c'est de faire un épisode par mois, épisode podcast pur. Après, on se dit, il faut qu'on fasse un minimum de un entretien vidéo pour voir les collections des collectionneurs français tous les 2 semaines ou tous les 3 semaines. Voilà, on veut faire des spaces sur des thématiques. Donc, nous, nos spaces sur Twitter qu'on fait, c'est plutôt des débats. Donc, on va pas faire un space pour dire, on va faire un space toutes les semaines. Parce que s'il n'y a pas de débat, ou trouver un débat qui est un truc de niche, non, on va faire un vrai débat type, on a fait un débat sur Topps vient d'acquérir la licence de la NBA. Pendant ce temps, Panini en profite toujours parce que Topps les aura dans 2 ans. Qu'est-ce que vous possédez des collections Topps actuellement NBA versus ce que Panini fait actuellement? Ça, c'était un débat. En gros, sans licence contre le licence. C'est ce genre de choses. Et ensuite, pour Emmanuel Petit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, on n'attend pas d'avoir du contenu, mais on veut toujours faire en sorte de proposer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on ne va pas faire quelque chose pour dire on fait un rendez-vous et on va juste papoter entre nous. Ça, à la limite, on s'appelle avec Greg et on discute entre nous. Mais on veut avoir un invité. Alors, à chaque fois, il nous faut un invité. C'est notre ligne directrice. Si on n'a pas, c'est qu'on a pris d'autres choses et que c'est assez long. Mais on veut toujours un invité. On a eu Tyson Beck, voilà, on est pas mal de monde. Dans les derniers, Tyson Beck, c'est pour ça que j'en parle, c'est un des derniers, puis il est connu à l'international. Et Emmanuel Petit, en fait, c'était au Card Show de Paris, donc le Paris Card Show, et il venait pour faire une séance de dédicace via l'événement. Moi, Greg était en charge Greg gérait vraiment toute l'animation dans les stands, c'est-à-dire qu'il faisait toutes les photos, il discutait avec les gens. On avait fait une chasse au trésor pour que les enfants puissent trouver des cartes et gagnent des lots, des choses comme ça. Greg, du coup, s'occupait vraiment beaucoup des échanges avec les différents stands. Et moi, je m'occupais de l'animation. C'est-à-dire que moi, je m'occupais de dire, voilà, donc là, il va y avoir un jeu concours. Là, vous allez pouvoir retrouver telle interview. Je fais des interviews, choses comme ça. Et là, à un moment donné, l'organisateur vient nous voir tous les deux et il me dit, Emmanuel Petit, il a un peu de temps. Là, il a un petit peu de temps, 15-20 minutes. Ça vous dit une interview? Ok. On n'est pas prêt, mais on va être prêt. J'ai eu la sueur. J'ai dit, Alex, attends, il faut le micro, il va y avoir une foule. Non. Non, mais en fait, du coup, il nous a dit, je vous rassure, hein, il mange son sandwich et il arrive. C'est-à-dire, dans 2 minutes. Ok, on n'avait même pas de chaise. On avait 2 chaises, on n'avait pas assez de chaises, on n'avait pas assez de trucs. Ok, vas-y, on prépare. Et voilà, nous en fait, c'est un peu le truc, c'est do it yourself, quoi. C'est-à-dire que c'est pas prêt, c'est pas grave, on fait en sorte que ce soit prêt. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche, mais on fait en sorte que ce soit le plus opérationnel possible. Et Emmanuel Petit, c'est fait comme ça. Du coup, on a tout installé en rapide. On avait préparé les micros, on a mis ce qu'on avait pu. On s'est détendu et puis on a discuté avec lui. Et on a découvert qu'il était collectionneur, pas de cartes, mais qu'il collectionnait les meubles, les antiquités. On a découvert qu'il a une passion pour l'équitation. Voilà, et trop bien. Et en fait, comme du coup, on était prévenu un peu sur le tard, nous, on a été obligé d'être d'autant plus naturel.
Mhm. parce qu'on n'a pas pu préparer. En fait, on n'a rien préparé, on l'a fait comme ça, au fur et à mesure de la Moins, discussion. moins scripté un Et peu et du coup, vraiment plus. Ça coulait d'eau, là. C'était vraiment bien fait. voilà. Donc, et à la limite, nous, c'est ce qui nous plaît aussi, c'est que nous, alors, on essaie de préparer autant que faire se peut, mais des fois, on peut pas, parce que les éléments qui font que bah, ça te tombe dessus et tu dis, bah, faut être prêt. Ben, on essaie quand même d'être là et de dire, allez, on y va et on va proposer quelque chose. Ben, c'est le fun, l'histoire que vous contez, parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec nous au Show de Québec cet hiver. Notre opportunité qu'on a eue par André Lessard d'avoir l'entrevue avec Simon Benoît, le joueur des Maple Leafs de Toronto. On l'a su à 5 minutes d'avis, puis voulez-vous faire une entrevue? Ouais, OK, montez en haut, venez le voir, puis là, tu sais, ça revirait de base, préparé, on a-tu de l'équipement, on fait ça comment, qui va? Fait que ça amène des moments spontanés, ça amène des trucs vraiment cool parce que t'es pas préparé, fait que t'as pas besoin d'appréhender qu'est-ce qui va se passer ou quoi, c'est sur le moment. Fait que j'imagine que c'était un peu comme ça, vous aussi, là, votre rencontre. Là. Mm. Exactement. En fait, les cartes chaudes, ce qui est bien, c'est que tout ce qui se passe en réel, c'est là que ça permet le plus de rencontres avec les collectionneurs, avec X, Y. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour avoir des opportunités. Et après, tu as deux possibilités. Soit tu dis, je suis pas prêt, je peux pas le faire, et tu la rates. Soit tu dis, ben, on va gérer, puis il n'y a pas le choix, et puis on va faire en sorte que, et tu fonces. Exact. Ouais. Moi, j'ai peut-être deux questions à un. Ben, une question à un, une question à l'autre. Premièrement, je vais poser les deux en même temps. Alex, c'est quoi tu collectionnes? Qu'est-ce qui t'amène dans le hobby? Tu as parlé de One Piece, tu as parlé de Pokémon à la base. Je sais que Greg, c'est plus le baseball. Ma question deuxième que tu vas pouvoir répondre après. Tu as parlé que tu l'as approché avec Arena Club que Derek Jeter a. J'ai vu que Derek Jeter t'avait invité au National à le rencontrer personnellement. Oh, ouais. Donc, Oui. peut-être parler sur ma deuxième question de cette rencontre-là. Puis, premièrement, Alex, qu'est-ce que tu collectionnes? Puis, qu'est-ce qui t'amène là-dedans, autre que le Pokémon ou. Alors, déjà, je veux juste être sûr que Yanakis, ça va bien, parce que quand il a entendu Derek Jeter, il était pas bien, je crois. Non, ben là, il va y avoir un petit aspect jalousie là, dans les prochaines minutes. Là. Greg, vraiment, si tu as rencontré Derek Jeter, Oui. je t'ai jamais rencontré, tu as l'air d'une personne extraordinaire, mais pour les 10 prochaines minutes je t'ai en esti, là, excuse-moi. Là, mais... Donc, mes La deux questions. jalousie est à des... Oh là 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 là. On va commencer avec ma première question à Alex. Oh Puis là là. la jalousie va embarquer Ouais. Greg. Ouais, t'en fais pas. Je vais te répondre tout de suite. Alors, moi, en fait, quand j'étais petit, en tant qu'enfant, je collectionnais deux choses. Les cartes Pokémon, donc comme je disais tout à l'heure, parce que en fait, je suis né, j'étais ado au moment où Pokémon sortait, donc j'avais 10 ans, donc c'était complètement ma génération. Donc forcément, 90, 92, là, c'est ces années-là. Là. c'est ça. Moi, je suis né en 90, donc les premiers jeux animés, moi j'ai même eu le manga avant. Bref, j'avais tout ça et du coup, je suis rentré là-dedans. Les cartes sont arrivées. Bah, j'ai pris les cartes des deux premières séries, Jungle et Eden. Voilà. Donc, c'est forcément les premières cartes que j'ai eues. Et je dirais à peu près en même temps, j'ai eu les premières cartes Panini de foot du championnat français. Et Les notamment, il y avait stickers? mon club. Non, c'était vraiment carte physique. C'était vraiment physique. Parce que je sais qu'on pense que la France, c'est que stickers, mais il y a eu des années de cartes physiques. Et mon club à l'époque était en Ligue 1, donc en première division. Et du coup, opportunité, moi j'étais focus sur ça. Et comme on le sait tous à l'époque, pour suivre les résultats, pour suivre les statistiques, pour suivre les infos sur les joueurs, bah, on regardait au verso des cartes. Voilà. Donc forcément, c'était très utile. Donc moi, j'ai commencé avec ça pour le foot, sauf qu'il n'y a pas eu 50 saisons comme ça avec des cartes. Après, c'est passé sur les stickers, que j'ai continué aussi, mais du coup, c'était pas la même chose. Et j'ai commencé comme ça, en étant enfant. Après, j'ai fait une petite pause jusqu'à revenir dans Pokémon, toujours. C'est toujours Pokémon qui m'a drivé. 2 ans avant le Covid, Pokémon. Mais tout doucement, vraiment tout doucement. Et j'ai vu que du coup, les cartes de foot revenaient, mais qu'en France, pas forcément facile. Mais j'ai commencé à rechercher. Et du coup, je suis revenu par le même biais, en fait. Pokémon, foot. Et après, j'avais un joueur NBA que j'ai toujours apprécié, que j'ai collectionné. C'était The Glove, donc Gary Payton. Donc Gary Payton chez les Sonics. J'ai commencé à collectionner aussi Payton. Et voilà. Et globalement, c'est ce que j'ai collectionné. Après, je me suis juste ouvert, où j'ai découvert d'autres choses qui sortaient.
du Magic the Gathering, One Piece, comme je l'ai dit. On a ouvert avec Greg du Playboy, on a ouvert du Benchwarmer, on a ouvert du Power Rangers, on a ouvert du Star Wars, du Yu-Gi-Oh! On était passionnés de la carte. Moi, en plus, je suis très ouvert sur la collection. On va dire que j'ai la collector sickness, quoi. On peut collectionner un peu de tout et n'importe quoi, malheureusement, dans les cartes. Mais j'essaie de me restreindre autant que faire se peut. Mais dès qu'il y a un nouveau produit, j'ai envie de le tester, j'ai envie de le voir. Parce que je suis curieux. Je veux voir ce que c'est. Ok, Je- donc je- c'est ça. J'en connais un en bas, juste en bas ici, qui y a peut-être des. Oui. Il y a peut-être des produits à découvrir. Tu parlais Playboy, une couple d'affaires un petit peu particuliers que tu ne sais pas qu'ils existent. On peut en parler à de ça. Martin. On peut en parler à Martin Vachon quand il nous ouvert sur des sportifs de ce qu'on lui a donné. Hey, ça, c'est drôle, j'ai un collègue qui est tombé là-dessus. Il dit c'est quoi ça? Il dit c'est des produits dans l'inventaire? Non. Mais il dit c'est quoi ça? Ben, je te tue. J'ai dit sur la boîte, c'est marqué ne pas toucher. Ah, mais il dit c'est quoi? Regarde. Touche pas, là. C'est ça. Regarde, je pense que c'est trop jeune pour ça. Puis Ouais. toi, Greg, raconte-nous, là, ça va être le 10 minutes de Yanakis, là, où est-ce qu'il va être. Ouais. Alors, bon, après, c'est vrai que pour en arriver à l'histoire finale, il y a eu quand même de belles années. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma collection, vraiment, qui est encore aujourd'hui le cas donc, de Derek Jeter en 2001. Ma sœur, j'étais déjà passionné de cartes. Il y avait une revue qui s'appelait Slapshot Mag, qui était du hockey à l'époque, et qui est encore le cas, qui faisait une rubrique sur les trading cards. Cyril, qui d'ailleurs a un groupe dont Guillaume fait partie, et il faisait en fait des articles sur les cartes, et moi, ça m'avait toujours fasciné. J'aimais le sport américain, et j'ai eu mes premières cartes grâce à cet article-là, et en juin 2001, je vais au Canada. Ma grand-mère m'offre un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, un circuit en passant par Toronto. Et en fait, je descends du bus et là, malheur, je vois qu'il y a une équipe de baseball, mais dans le circuit, c'est pas prévu de faire une halte au Sky Dome. J'insiste, j'avais 15 ans, donc surtout des Français dans un car, le baseball, autant vous dire que ça les intéressait. Mais ils ont eu un petit peu pitié de moi et ils ont dit ok, vous restez 20 minutes. Et en plus, moi, je voulais absolument monter dans la CN Tower. C'était pour moi exceptionnel. En France, il n'y a pas l'équivalent. C'était surtout en 2000. Il n'y avait pas l'accès aux avions facilement. Enfin, des voyages comme ça, c'était très marquant. On descend et là, je vois le Sky Dome, je vois ces grandes banderoles avec les Blue Jays, la boutique. Donc, on fait l'aller-retour dans la tour. Je prends des photos parce qu'il y a un espace vitré où vous pouvez voir le guide. Donc, je prends des photos, c'est incroyable. On redescend. Et là, je dis à ma grand-mère, donc le baseball, en France, c'est très méconnu. Donc, je dis, je veux aller dans la boutique. OK. Et là, j'achète mes premières cartes de baseball. C'était un set Upper Deck Victory que j'ai toujours, qui vendait dans un petit pochon plastique comme ça. 2001? Tout à fait. Avec Mark McGwire sur le dessus de la boîte et sur le paquet. Voilà, magnifique. Donc, je l'ai toujours. Et ça, les débuts de l'histoire de la carte commencent comme ça avec moi. Donc, déjà, j'en ai des frissons d'en parler parce que j'ai perdu ma grand-mère cet été. Et c'est ma passion qui m'anime depuis toujours. C'est étroitement lié à son histoire et à cette histoire. J'achète un magazine Sports Cards avec Alex Rodriguez en couverture à l'aéroport juste avant de partir. Je l'ai toujours. Je rentre et je me dis, je veux collectionner les cartes de baseball. J'aime trop ce sport. Voilà. Et par chance, dans la ville où j'habitais, à Rennes, il y avait un magasin en fait qui faisait pareil du manga, du jeu vidéo, et vendait en fait des trading cards, donc de NBA, NHL, et en fait, il y avait des cartes de baseball. Et malheureusement, ce magasin vient à fermer, et ma sœur va faire une braderie, une grande braderie dans la ville, et en fait, ce magasin déstockait. Et elle me ramène un pack de Finest 1999, donc un pack doré. C'était exceptionnel pour moi d'avoir ça chez moi et de le voir. Et là, j'arrive à la maison, j'ouvre le paquet et en fait, je tombe sur la Derek Jeter Sterling, donc la carte. Je la trouve magnifique. Les Yankees me parlaient parce que je m'étais renseigné depuis. C'était 2001, donc il y avait eu l'année 2000, il y avait eu les séries formidables avec Derek Jeter. Donc je me dis, ça c'est le joueur, ça me plaît, mais ça a commencé comme ça naturellement. Et donc depuis 2001, je collectionne
Derek Jeter. Donc, autant vous dire qu'au début, j'étais sur des forums comme US Sports Cards Forum. J'envoyais des lettres en prioritaire. Ma mère faisait des allers-retours à la poste, mais vous avez connu cette époque-là. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, mais il y avait cette attente de la boîte aux lettres. Les frais de port ne coûtaient pas grand-chose. On en avait parlé d'ailleurs. C'était ma petite Madeleine de Proust, comme on dit. Et voilà, les années passent. Voilà, celle-ci. Et en 2023, année exceptionnelle, les MLB London Series ont lieu donc à Londres. Et Derek Jeter annonce qu'il va être commentateur pour la Fox et va commencer pour la première rencontre à Londres lors de ce match. Alors moi, j'avais mes billets parce que je vais à chaque MLB London Series. J'avais fait les Yankees contre les Red Sox, il y avait les Cubs, il y a eu chaque année. Je me dis, c'est génial. J'ai un ami qui habite Londres, qui est collectionneur de cartes de basket. On est tout un petit groupe. On file au stade. J'avais prévu ma pancarte. Et moi qui vais jamais 4-5 heures faire la groupie, là, j'avais dit, allez, j'y vais. 3 heures dans le stade à attendre debout. En plus, j'étais malade ce jour-là, donc compliqué. 10 minutes avant le match, Derek Jeter arrive au fond. Et là, donc, pancarte. Forcément, il voit la pancarte, il me fait un signe, mais il s'en va, ils font leur plateau. Alors moi, j'étais avec ma pancarte à lui montrer pendant qu'il était en live sur la Fox pour essayer. Bon, bref, il repasse et là, ça marche pas. Donc j'étais un peu déçu, 3 heures debout. Le match se passe et là, dernier lancé, arrive Alex Rodriguez, Derek Jeter, et en fait, ils vont attendre juste à l'entrée, là où j'avais attendu, sauf que moi, j'étais placé un peu plus haut. Et là, tous mes potes me disent, vas-y, Greg, retourne-y. Je dis non, j'ai attendu 3 heures, il m'a fait un signe. Je sais qu'il signe pas toujours. Et puis bon, voilà, il bosse. Vas-y. J'y vais un petit peu à reculons. Je descends. Et en fait, j'avais amené ma Sterling de 2001. Et là, en fait, si tu veux, je n'ai jamais fait ça et je ne savais pas, si tu veux, les gens, il y en a, ils disaient Jeter, tout ça. Mais en fait, c'est comme si toi, on t'appelle par ton nom. C'est pas agréable. Mais en fait, ils ne se comprenaient pas. Et là, en fait, il y a une dame qui fait « Please, Mr. Jeter ». Et là, le fait d'avoir fait cette formule de politesse, il s'est retourné. Et là, le visage a changé parce qu'il était assez fermé et tout. Et là, il est venu vers nous. Et là, en fait, j'ai compris et je peux comprendre. Ça fait partie de leur métier, mais en fait, d'être tout le temps appelé par son nom, de ne pas avoir de formule de politesse. Là, il a aimé la formulation. Et là, c'est parti. Il s'est mis à signer. Donc, j'avais sorti mon faute spécial. Et là, il me signe en fait la Sterling qui a fait que j'ai commencé ma collection. J'ai un autographe énorme sur la carte qui est magnifique. Donc, ça, c'est ma plus belle carte. Donc, déjà, si vous aviez la question. Que j'ai présenté au visuel juste avant. C'est celle-là que tu as fait signer en personne par monsieur. Je pourrais vous la remontrer. Donc là, c'est énorme. Et là, en fait, un mois après, avait lieu un mois et demi après, a lieu le National. Et là, j'avais été à New York, à Blicker, et j'avais rencontré des gens. Ils trouvaient incroyable qu'un Français collectionne Jeter comme ça. J'avais été reçu vraiment. Désolé, je suis un petit peu long, mais la passion, c'est. On t'écouterait le reste de l'épisode. Tu peux y aller comme tu veux. On me contacte par Instagram, parce que j'étais toujours en contact avec eux et j'avais passé un sacré moment. On me dit Arena Club, que je suivais parce que c'est Jeter. On sera au National et en fait, il va organiser un lunch en privé, mais vous serez nombreux. Si tu acceptes, tu auras le droit de poser une question. Je me dis, mais c'est incroyable. Même si c'est une question, on sera quand même plusieurs, mais bon, bingo, j'y vais. Alors, faut savoir que moi, je suis pompier. Je suis parti sur 3 jours j'étais de garde par exemple le mercredi, c'était le vendredi, j'ai fait jeudi, vendredi et je rebossais le samedi, j'ai fait l'aller-retour sur 2 nuits à Chicago. Donc j'ai dit à ma femme $1 700 le billet à l'aller-retour, 2 nuits à Chicago et elle m'a dit vas-y. Donc formidable quand même, un petit big up. Et c'est parti pour Chicago. J'arrive là-bas, fatigué, machin. On me dit c'est demain. Donne-nous ta question, comme ça on validera. Et puis tu viens à 10h à tel endroit. D'accord. Le lendemain, déjà la nuit était très courte, je vous laisse imaginer. Mais bon, dans ma tête, je m'attendais à ce qu'on soit nombreux. Mais bon, c'était exceptionnel de le voir en réel et de si proche, même si j'étais allé le voir en 2005 au Yankee Stadium jouer. Je me présente et là, à 10h, je me retrouve dans un couloir et là, je vois quand même des influenceurs, des gens du hobby assez connus qu'on peut voir, mais moi, je ne suis pas du tout de cette sphère-là. Et puis moi, je n'allais rien apporter à Arena Club. Clairement,
j'ai rien à vendre, ils ne vendent pas en Europe, donc voilà. Et là, ouvre une grande porte, un VIP room. Et là, je vois donc la responsable de Blicker qui, avec le boss, donc les deux boss de Arena Club, qui me disent tu vas rentrer dans la salle, c'est pour toi. Et là, je vois au fond Derek Jeter, sauf qu'en fait, il n'y a personne d'autre dans la salle. Mhm. Et là, je comprends, mais donc je pose mon sac et là, c'est parti. J'ai 15-20 minutes avec lui, Wow. tous les deux. Et là, il me dit alors, c'est toi le fan français. Donc, on reparle de Londres. Je lui explique que j'ai piqué le bureau de ma femme pour en faire une hobby room. Donc, il fait une dédicace à ma femme parce que c'était filmé en plus. Donc, il regarde la caméra, il dit désolé, Émilie, d'avoir contribué au vol de ton bureau. T'es exceptionnel. Enfin, donc, c'est 15-20 minutes. Enfin, vous imaginez. Voilà. Pour l'anecdote, c'est incroyable. Ouais, le feeling, puis tu sais, on voit la passion quand tu parles de Derek Jeter, puis le feeling de rencontrer son idole en personne, c'est un feeling qui est indescriptible. Greg, Tu je sais, te déteste. Vraiment. mais tu sais, on Écoute, parle. tu me dis ça, puis écoute, j'ai la chair de poule, j'ai, mon Dieu, presque les larmes aux yeux, ben non. Ah, j'en ai la chair de poule de le raconter parce que Moi c'était aussi. il n'en revenait pas que ce soit un Français, que ça faisait tant d'années. Je lui ai expliqué l'histoire du pack avec ma sœur, l'histoire de la carte à Londres. Et puis même en sortant, je dis à Jess de Blicker, je lui dis, mais il sait vraiment, j'en revenais pas, je dis, mais je me pinçais, je me disais, mais il sait vraiment qui je suis. Il sait, ah oui, oui, t'inquiète pas, on lui a montré, tu lui as expliqué, c'est quelqu'un qui se souvient de tout. Bah, il est très. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je viens de faire, je sais pas, des milliers de kilomètres en avion. Mais tu sais, ça me donne moi aussi, j'ai la chair de poule encore, j'en ai ses jambes, ses bras. Écoutez ça, mais c'est parce que souvent les gens disent on collectionne, je sais pas moi, du TCG ou du Pokémon ou peu importe, parce qu'au moins ils se blessent pas les joueurs. OK, c'est vrai, c'est correct, c'est un autre imaginaire, mais le Pokémon, le personnage sur la carte, il te donnera pas Exact. ces Ces situations-là, moments-là. ces moments-là. Fait que c'est les deux côtés. Ça, tu as lu le côté sportif, que oui, il peut se blesser, oui, il peut perdre de la valeur, versus l'imaginaire. Mais ça donne des moments Incroyable. spéciaux dans la collection. Là. D'un bord ou de l'autre, ça peut donner le pesant. Ouais, bah, comme tu disais, Non, puis pour le dernier petit truc, en 2005, je suis allé le voir. Moi, j'avais 18 ans. J'avais fait mes classes dans l'armée pour être pompier. J'ai économisé pendant 6-7 mois et je suis parti tout seul à New York pendant 2 semaines et Boston. Donc, je suis allé à Fenway, Yankee Stadium, le Shea Stadium. Et je suis allé le voir. Donc, si tu veux, ça m'a suivi une partie de ma vie. J'ai mis des sous. Je suis parti tout seul à l'aventure. En France, quand j'en parlais même pas aujourd'hui, les trading cards, on en parle et c'est connu. Mais en 2005-2001, un collectionneur de baseball en France, on te regardait, on te prenait pour un fou. Donc, si tu veux, je vivais ma passion de mon côté. C'était mon petit truc à moi. Et il y a eu ce fil rouge comme ça. Et l'apothéose en 2023, là, c'était magique. Magique, ouais. Puis tu sais, Puis on se fait encore regarder comme des fous. Je veux dire, quand on dit à nos personnes proches qu'on a un podcast de cartes, la première réponse ou la première question qu'on se fait poser, c'est ah ouais, ça marche, ça? Tu sais? mais c'est pas juste les cartes. Tu en as parlé avec Emmanuel Petit. Tu découvres, en parlant à ces gens-là, qu'ils ne collectionnent pas nécessairement les cartes, les maillots signés, mais l'Antiquité, n'importe quoi d'autre qui est dans le domaine de la collection, mais qui n'est pas nécessairement du sport. Fait que tu te rends compte que tout le monde, au final, Collectionne un petit peu. collectionne, veut pas. Fait que c'est niché, mais c'est pas niché, tout le monde a ça en dedans. Fait que. Ça, c'est sûr. Ou tout Puis, le monde au moins a collectionné une fois dans sa vie. Oui, exact. Exact. Puis, vous venez de terminer le Paris 4 Show, je pense. Ça fait quoi, un mois que c'est passé à peu près? C'est ça. Combien qu'il y a de shows en Europe? Ben, je sais qu'en Europe, c'est peut-être un petit peu plus gros. Je sais que Londres en a. Il y en a en Irlande aussi. En Allemagne, je pense que le marché du hobby est quand même très, très développé en Allemagne. Mais en France, là,
outre le Paris Card Show, est-ce qu'il y en a d'autres à l'extérieur, en banlieue? Est-ce que c'est encore niché ou c'est quelque chose qui est vraiment en développement et qui va augmenter dans les prochaines années? Je me permets, Greg, d'aller un tout petit peu en toi pour ça. Mais en fait, il y a le Paris Card Show qui, on va dire, est un peu la figure de proue, même si ce n'est pas le premier historiquement. Parce qu'il y avait, en fait, avant, il y avait plus des bourses d'échange, des trade nights, des choses comme ça. Mais en show, en France aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on doit en avoir purement. Le problème, purement sport, il y en aura 4-5, je dirais. Mais il y en a de plus en plus qui sont des shows TCG qui ont des corners sport. Donc avec des gens comme Tops qui vont être là, des breakers sport, des vendeurs sport, des choses comme ça. Donc je pense que tout confondu, on doit être à une petite dizaine, je dirais 7-8. Mais sur les 7-8, il y en a quoi? Il y en a 3-4 qui sont à Paris. La moitié doit être à Paris à peu près. Je me trompe pas, Greg, on doit être à peu près là-dessus. Ah oui, c'est ça. Après, c'est pas des. Parce que les shows que tu as mentionnés avant, London Card Show, Dublin Card Show, les shows en Allemagne, il y en a maintenant même en Espagne, il y a eu l'Italie, il y a eu Milan, il y en a aux Pays-Bas, voilà. Il y a beaucoup de shows que tu as mentionnés avant qui sont beaucoup plus importants. Nous, en France, les shows tournent dans les milliers pour ceux qui sont à Paris, donc des milliers de visiteurs. Et pour ceux qui sont autour de Paris, on est plutôt sur des centaines. Donc des trucs sympas déjà, mais c'est plus des grosses centaines. Donc 300-400 pour certains ou 700-800 pour d'autres. Et c'est déjà énorme et trop bien parce que nous, l'objectif, même nous, on organise des fois des bourses d'échange. Des fois, on est 10, on s'est retrouvé à 4, des fois, on est 40. En fait, dès qu'il y a un événement, pour nous, c'est cool. En fait, l'événement en soi permet juste de se rencontrer et d'échanger. Mais des gros événements, il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas autant que dans d'autres pays, c'est sûr. Mais il y en a de plus en plus. On ne va pas se mentir, il y en a de plus en plus. Donc l'endroit où il y a le plus de, pas nécessairement d'événements, mais d'argent investi ou d'intérêt, c'est l'Allemagne. Je suppose que c'est l'Allemagne en premier. Angleterre peut-être deuxième. En fait, l'Angleterre, si tu veux, c'est très récent. C'est vraiment post-Covid. Il n'y avait pas de culture trading card quasiment. Par contre, c'est la plaque tournante déjà de Tops, tout un UK. Donc déjà, ils ont inondé. Regarde le store qui a ouvert à Londres. Pardon. Avec PSA qui sont rendus là, exact. Voilà, donc en fait, et ils ont explosé. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de basket, il y a du TCG, il y a du foot, forcément, parce que c'est leur culture, ou soccer. Mais ça a explosé, mais c'est très récent. Alors que l'Allemagne, grosse culture US, de part, comme il y avait les bases américaines en Allemagne dans les années 90, trading card à fond. Upper Deck, par exemple, est venu en France dans les années 90. Donc, on a eu une culture trading card qui était toute petite, mais la plupart des collectionneurs de notre génération, on a connu les cartes McDo dans le menu basket, les Upper Deck, les Collector Choice qui étaient traduites en français, et avec l'avènement de Michael Jordan et les fameuses 90 où ça a été mondial. Par contre, l'Allemagne, ils ont construit ça, donc ils ont des shops, ils ont des trade nights, gros marché, bien plus développé que nous et organisé. Par contre, au niveau de Londres, ça a explosé, mais vraiment en 2-3 ans, là. C'est incroyable. Puis côté maghrébin, on sait que au sud, beaucoup, c'est moins collection. À Marseille, c'est plus difficile. Toute la région. Au sud. Il y a deux shops déjà. Il y a deux shops dans le secteur proche, soit la banlieue marseillaise ou Marseille même. Il y a deux shops. Et je crois que, si je ne me trompe pas, deux shops dédiés aux cartes, il y en a plus que dans n'importe quelle autre ville en France. OK. Justement, les boys. Gars, Mike, j'allais lancer sur la question d'Olivia Hutchison. Parce qu'il parlait des shops, justement, en parlant des shops. Olivia Hutchison, qui est un de nos auditeurs assidus, demande: est-ce facile pour les hobby shops en France d'obtenir les différents produits des ligues nord-américaines? Vous entendez sûrement sur nos épisodes à nous, là, on en parle souvent que c'est difficile d'avoir certains produits provenant de Fanatics. Vous, de ce côté-là, c'est quoi que ça a l'air? Alex pourra compléter ma réponse, mais déjà, nous, Tops en France, ça a été très compliqué déjà pour avoir des produits parce qu'en fait, le système européen fonctionne en fait un petit peu avec les pays et en fait, c'est ceux qui marchent le mieux, donc l'Allemagne, l'Angleterre qui sont servis en premier. Donc déjà, en France, tu vas recevoir déjà un peu les miettes. Et ensuite, après, ces produits-là, ils étaient diffusés à des breakers. Comme il y a très peu de shops physiques,
c'était très compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette culture, on va dire, d'avoir du produit à ouvrir. Donc, même la nouvelle génération de collectionneurs en France, elle a été bercée par le break. Donc, si vous voulez, elle n'a pas cette mentalité d'aller ouvrir des boîtes ou des paquets parce qu'elle n'a pas de magasin. Vous allez pas, il n'y a pas de Walmart ou quoi que ce soit où tu vas trouver un paquet même pour rien, ouvrir ça avec ton fiston. Non, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas ce côté-là. Il y avait avec les Panini, nous, des vignettes Panini à coller, tu en trouves partout. Ça, il y a cette culture-là. Mais la trading card, c'est compliqué. Donc là-dessus, il y a un gros effort à faire. Mais il y a un changement, un basculement là qui se fait. C'est qu'il y a une restructuration avec Fanatics en Europe. Et ils veulent privilégier les magasins physiques. Je pense que c'est un petit peu pareil. Vous en parlez aussi régulièrement. Ils veulent recentrer là-dessus. Et je pense que ça va redistribuer les cartes. Mais ce sera beaucoup plus long et plus difficile que ailleurs. Ça, c'est sûr. Alex, si tu veux compléter. Ouais, je vais rajouter 2 petits trucs, mais qui vont vous faire écho. Le premier, c'est que déjà, Fanatics, effectivement, a changé la donne de l'organisation de TOPS, nous en Europe, parce que, comme disait Greg, c'est par pays. Et on n'était pas considéré comme un pays prioritaire, parce que tout simplement, le marché était quasi inexistant. Donc, forcément, il a fallu le créer. Ensuite, le fait que Whatnot et d'autres applications de break, de box break, arrivent en France, ça a donné un second souffle. Et là, on sait que Fanatics l'a annoncé de manière mondiale, ils veulent pousser les breakers encore plus. Ils ont fait quand même des annonces, etc. dessus. Nous, on sait qu'en France, ils sont en train de préparer le terrain fort. Ils sont en train de lancer des produits dédiés, des produits de box break. On les a vus encore récemment. Donc, on sait qu'on va avoir des produits via ces biais-là. Ils ont lancé qu'il n'y avait pas beaucoup de shops en France, mais qu'ils allaient faire en sorte de les pousser, aussi de les soutenir pour des événements et aussi pour des dotations produits, pour des premières avant-premières et des choses comme ça. Donc ça, c'est cool. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas eu tant de choses que ça. C'est des annonces parce que le marché n'est pas encore suffisamment, je dirais, mûr pour voir plus. Donc on attend. On est un peu dans l'attente. Mais on y croit, déjà parce que sinon on continuerait pas de faire tout ce qu'on fait parce qu'on sait que ça va arriver. Et en plus, on voit des premiers signes. Voilà, le fait que dans les cartes shows, il y ait de plus en plus de monde, le fait qu'il y ait de plus en plus de cartes shows. Mais on va pas se mentir, même des boutiques en France qui sont 100% cartes, ça n'existe quasiment pas. Vraiment, en transparence. Elles font soit des jeux de société à côté, soit du collectibles large, c'est-à-dire des figurines, etc., tout ce que vous pouvez savoir. Des boutiques 100% cartes, je crois qu'il n'y en a qu'une. En vrai, je pense qu'il n'y en a qu'une. Puis, juste question rapide avant de continuer. Qu'est-ce qu'il y en est du memorabilia, des maillots signés, de toutes ces choses-là? Oui, les cartes de sport, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais tout ce qui est memorabilia, si on veut. C'est moins ancré en France, hein, cette culture Enfin, moi, je vois dans ma hobby room, j'aime avoir un jersey, j'aime avoir une game, une batte, avoir une balle. C'est moins développé. Ça arrive aussi, mais on n'est pas du tout dans cette culture. Okay. Alors en France, il y a beaucoup de collections, de collectionneurs. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais Alex, je sais pas, tu me confirmeras, mais pareil, en memorabilia, c'est pas. Le jersey de foot commence à bien prendre et il y a un marché, mais même des items signés, c'est moins la culture. OK. Fait que c'est dans la culture. Alors, c'est dans la culture aussi. C'est la culture. En fait, il y a un événement déjà qui permet d'avoir un petit peu de ces maillots-là, qui est juste après le Paris Card Show, historiquement. Et il y a 2 choses qui ont relancé un peu ce phénomène de memorabilia. Déjà, il y a une société qui s'est lancée dedans, qui s'appelle Rocksign, qui va voir directement les joueurs. Donc, ils se font des vidéos et des choses pour montrer, comme ça, il y a preuve à l'appui à chaque fois. Et ils vont avec des items officiels qu'ils achètent en amont, et ils valident avec le joueur pour qu'il veuille bien signer dessus. Donc, ils vont faire des gants de boxe, ils vont faire des fighters, des combattants. Ils vont faire des footballeurs, etc., etc. Et en plus, il y a eu, je pense que vous connaissez le site Match One Shirt. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Et en fait, du coup, système d'enchères, etc., tu mets à disposition en fait, des maillots ou même ballons et choses comme ça, et qui permet de les acheter. Et en fait, comme ce site est arrivé en France il y a maintenant un peu plus d'1 an, je crois, mine de rien, ça a relancé cette dynamique. Mais c'est encore pareil. C'est un marché qui est encore plus récent que les cartes. Et puis, ça prend du volume, ça prend de la place. C'est pas facile de laisser sa femme accepter d'avoir autant de maillots dans son dressing. Voilà, donc c'est pas non plus. C'est en construction. Mais moi, je trouve que ça arrive, mais c'est. En fait, on est au même niveau que les cartes pour moi il y a 4-5 ans.
à mon avis. Voilà. Puis, je sais pas si c'est un peu comme ça chez vous, mais je sais qu'ici, en tout cas du côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord ou en Amérique en tant que telle, quand il y a un gros événement sportif qui arrive, c'est là qu'on peut voir des nouveaux collectionneurs qui rentrent en ligne de compte puis qui rentrent en jeu. Est-ce que la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions peut faire en sorte que ça va toucher certains collectionneurs, des nouveaux collectionneurs qui voudraient peut-être investir dans les cartes de soccer, si on veut? Oui, c'est marrant parce qu'on en parlait, on recevait Cindy qui est collectionneuse de cartes du PSG et on lui disait, pour nous, c'est une aubaine. Quand en 93, Marseille gagne la Ligue des Champions, il y a plein de gens de toute la France, ils n'étaient pas de Marseille, et qui ont aimé cette victoire. Les enfants, il y en a plein du coup qui ont été des supporters de Marseille et c'est ce qui va être le cas aujourd'hui avec Paris. Il y a eu un phénomène assez incroyable, hein. Fallait voir dans Paris, puis la façon dont ça a été fait, une équipe, donc il y a une histoire autour. Et en fait, avec Alex et Sini, c'est ce qu'on se disait, on aimerait que les cartes, en fait, soient un objet qui sorte du lot et qui soit un vecteur de passion et de collection. Et clairement, j'ai jamais vu autant de maillots de Paris. Je travaille à Paris, on en voit beaucoup, mais là, depuis la victoire, c'est phénoménal. Il y a une hype, clairement. Donc, je pense que ça va jouer. Et alors, il y a toujours le côté négatif dans certaines hypes, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Et la collection est beaucoup plus mise en avant aujourd'hui. Avant, c'était un petit peu décrié. C'était quelque chose, ah, lui, il est collectionneur. Et comme il y a les systèmes de valeurs, il y a eu The Last Dance, il y a eu plein de choses. Les gens aujourd'hui ne vous regardent plus de la même manière. Non, puis. Moi, je compléterais. Oui, Allez, vas-y, Alex. Non, vas-y, Alex. Moi, je compléterais juste ça en disant que moi, je pense et je trouve que les acteurs comme les clubs commencent à s'y pencher aussi. Parce que jusqu'ici, c'était en fait tout le microcosme autour, tous les gens qui étaient autour des clubs. Mais les clubs, ils avaient juste des deals avec Fanatics, avec Panini, et puis voilà, ils avaient juste un deal. Pour eux, c'était du marketing. Mais du marketing historique, entre guillemets. Mais c'était pas un outil. Là, aujourd'hui, ils commencent à se dire, il y a un truc à faire quand même là. Là, il y a quelque chose. Là, on voit que le PSG a fait des cartes pour leurs supporters, pour leur dernier match de la saison. Ouais, des choses comme ça qui arrivent. Donc, je me dis, à un moment donné, c'est sûr que ça va faire pchit, que ça va faire boum, ça va repartir, ça va se relancer et on va arriver à une dynamique qui est aussi importante que ce qu'on avait au début des années 90 où tout le monde commençait à connaître un peu les cartes. Et moi, je suis assez optimiste là-dessus. Et le dernier petit truc, c'est la crédibilité qu'a amené en fait les joueurs, comme Griezmann, vous en avez parlé dans le dernier podcast avec Guillaume aussi, qui a fait le reporter au Paris Card Show. C'est qu'en fait, ces gens-là, comme ils sont connus, et même si vous n'êtes pas collectionneur, les gens le voient avec les cartes, donc en fait, ça leur parle où ils se disent ah ouais, il fait donc c'est pas quelque chose d'anodin. Donc ça amène dans l'inconscient collectif que c'est pas un truc de voilà, comment on dit, de fou, donc il y a plein de joueurs, quand je vois Bobby Witt Jr. qui fait plein de choses, il y a un attrait et le fait que les joueurs eux-mêmes sont collectionneurs, il y a cette curiosité. Donc ça, c'est aussi le petit truc. Tu sais, mon opinion là-dessus, des fois on débat, on aime ça débattre. Fanatics amène ça, c'est pas nécessairement... Il amène des gens dans le hobby parce que c'est pas nécessairement geeks ou vu comme avant. Il amène ça avec des événements, avec Fanatics Fest, je pense que c'est-tu en fin de semaine ou l'autre. Tu sais, le but, c'est pas nécessairement que les gens y aillent, c'est d'amener cette mentalité-là d'athlète, c'est de la collection, puis que finalement, c'est pas nécessairement geeks, puis que c'est pour tout le monde, puis c'est bien vu, puis ça paraît de plus en plus. Leur coup marketing de présenter les athlètes comme des collectionneurs, on va se le dire, là, c'est un coup de génie. On voit déjà une relation quand même entre Antoine Griezmann et Topps parce que Michael Rubin a ouvert déjà des boîtes avec Antoine Griezmann sur sa plateforme. On voit déjà aussi une entente, si on veut, entre Topps et le PSG. Quand il y a eu les premières signatures de Kylian Mbappé, on fait un set spécial sur le PSG avec Lionel Messi, Neymar était là-dedans aussi. Donc, j'espère que cette victoire-là va faire en sorte qu'on va voir un marché français en effervescence là, dans le monde de la carte, pas juste au soccer. Puis ça va m'amener sur une question d'un autre de nos fervents auditeurs qui nous dit bonjour à tous, c'est Danny Paiement qui nous demande bonjour à tous, quels joueurs et quelle équipe de hockey sont les plus collectionnés en France? Parce que, veux pas, les cartes de hockey de votre ligue Magnus, c'est quand même très
très collectionné, si je ne me trompe pas, là, dans les partisans là-bas. Là. Ouais, c'est vrai que y a la marque Captain qui a débarqué là depuis 2 ans, qui travaille avec les clubs et en fait qui a amené une identité parce qu'en fait le hockey en France n'est pas hyper développé. Il y a quand même on a eu Cristobal Huet, hein, donc et puis d'autres joueurs depuis, mais ça reste exceptionnel pour nous. Donc les gens en fait s'identifient énormément aux joueurs de leur club. Donc d'avoir des cartes, il y a eu un engouement assez incroyable. Donc ils ont réussi à faire un beau projet autour de ça. Alors maintenant, je ne sais pas qui est vraiment le plus collectionné en NHL en France, mais moi j'ai souvenir, tu vois, début 2000, il y avait énormément, quand c'était Patrick Roy, et beaucoup avec la connexion avec Montréal, les Canadiens, parce que tu as beaucoup de gens en France qui ont des connexions avec le Canada et la partie francophone, donc c'était les naturels presque. Donc, mais par exemple, Guillaume pourra mieux en parler, je ne suis pas assez calé aujourd'hui ce qui se fait NHL et les groupes français, mais je pense que c'est beaucoup plus réparti parce qu'il y a une ouverture qui s'est faite depuis. Ben, on avait une réponse là-dessus de David Sego, je crois que c'est un de vos auditeurs qui dit oui, les joueurs français en NHL et le Canadien de Montréal, un peu comme chez vous autres, comme chez vous. Donc, on, on a l'aspect francophone qui entre en ligne de jeu. Guillaume, est-ce que notre commanditaire est en attente? Oui, oui, il est là. Notre On commanditaire, l'ajoute? écoute, ouais, je vais l'ajouter, c'est Éric Paul de Evo Retro. Evo Retro, si vous ne le savez pas, les gars, c'est un des plus gros distributeurs d'accessoires euh, au Canada présentement, proche des États-Unis aussi, parce qu'il est rendu, c'est vraiment, vraiment très gros ce qu'il fait. Il fait des boîtes en acrylique pour le TCG. Il fait des sleeves, des top loads, des protecteurs pour PSA, des protecteurs pour Beckett, des One Touch. Il fait de tout, de tout, de tout, de tout. Et Eric voulait prendre un petit 5 minutes aujourd'hui pour jaser avec Alex et Greg. Donc, Eric, je te laisse la parole, mon ami. Ben oui, bienvenue à vous. Donc, je me présente là pour vous. Ben, Eric, dans le fond, je suis propriétaire de Evo Retro. Donc, on distribue des accessoires pour les collectionneurs, que ce soit de cartes ou de TCG à ce moment-là. Puis, on a une belle participation avec les gars de show de cartes là, ici au Québec. On aime beaucoup ce qu'ils font, ils sont dynamiques. Puis, on promouvoit aussi là, la marque, les produits. De plus en plus, on a une distribution, nous, en France. Fait que ceux, des fois, qui me suivent sur les médias sociaux, moi, je voyage un peu partout dans le monde. En France, on a des distributeurs. On est distribué avec ID9, donc qui est à Paris, donc qui a rentré les accessoires de cartes. On est aussi avec BEMS en Belgique et France, qui est un gros distributeur. Puis on est aussi listé chez EO, donc là-dessus. Puis moi, j'aimerais ça là, vous lancer une perche. J'aimerais ça vous aider là, dans qu'est-ce que vous faites, là, soit par des concours, soit par peut-être de l'aide financière pour vos podcasts. Là. Donc, puis je vais régulièrement en France aussi. Le prochain voyage, c'est en novembre. Fait que je suis là pour vous aider. Donc, puis je veux aussi, vos rétros, c'est pas juste des accessoires, là, c'est une communauté qu'on essaie de créer. C'est un échange avec des passionnés là-dedans. Donc, vous avez mon aide là, selon vos objectifs ou selon qu'est-ce que je peux faire pour vous. Là, je vais être super là pour vous aider. Là. Yes. Merci beaucoup, Déjà, Eric. merci. Ouais, on ne sait pas trop quoi dire. À voir. Après ça, c'est les actions. Des fois, les paroles, hein, vous savez, c'est que marketing, mais après ça, les actions. Pour ceux-là qui me connaissent, c'est que je suis capable de faire des actions aussi qui est en lien avec qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, je pense qu'il y a de l'effervescence partout dans le monde là, pour le monde des cartes. Et puis, on a besoin d'alternatives sur les grands de ce monde là, qui nous donnent des bons accessoires aussi. Là. Fait que Evo Retro, c'est un peu ça. C'est la nostalgie de l'ancien, de quand on était jeune versus le nouveau. Donc, Evo, l'évolution du rétro. Donc, je pense que ça peut faire un bon fit avec vous, là, messieurs. Là. Yes. Avec grand plaisir. C'est très gentil déjà d'avoir pensé à nous. Et nous, on est vraiment toujours ouverts au projet pour promouvoir le hobby, pour parler de plein de choses. Et c'est aussi l'identité de Podcart. On l'a toujours dit, on
on essaye de mettre en avant tout le monde et d'en parler. On essaye de faire avancer le podcast d'une manière ou d'une autre. Hein. Chaque année, on a des projets, donc avec grand plaisir. C'est très gentil. Je vous mettrai en contact, Eric et Greg, là, vers la fin de l'épisode. Là, je vous mettrai en contact sur Messenger. Mais Alex, tu voulais ajouter quelque chose? J'allais dire, ouais, comme disait Greg, nous, l'objectif, c'est faire évoluer le podcast, c'est une chose. Comme on disait au début, nous, on veut toujours proposer quelque chose de nouveau. Quand on fait un nouvel épisode, c'est qu'il y a une nouveauté. Quand il y a une news, c'est pas pour dire quelque chose qui a été relayé depuis X temps. Voilà, on veut toujours amener quelque chose de nouveau. Et surtout, l'autre point, c'est de faire avancer le hobby. Comme on a dit, nous, en France, c'est que le marché est loin d'être arrivé à maturité. On sait qu'il y a de la marge. Donc, on est un acteur parmi tant d'autres. Mais nous, si on peut promouvoir des actions, des choses, des acteurs, et qu'on peut surtout mettre en lien, faire du lien. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on cherche depuis le début, et créer une communauté, mais surtout faire vivre le hobby. Nous, l'objectif principal, c'est qu'on a une passion et qu'on veut montrer que elle peut être accessible à tout le monde, qu'elle est existante. Et comme on disait au début, on va le répéter un petit peu dans l'épisode, c'est plus des geeks, c'est fini. Les gens, comme ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est plus des geeks. Non, maintenant, c'est même des gens qui gagnent des fortunes et que tout le monde jalouse. Comme les gens qui, avant, faisaient des petits trucs, des petites vidéos dans leur coin, maintenant, c'est des streamers. Voilà, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, c'est juste, on assume tout. Et on est dans la génération et l'époque maintenant où, dans les années 2020, on peut tout assumer. Et voilà, c'est la même chose, les cartes, les collections en général. Allons-y, montrons que on peut être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, et puis qu'on peut rencontrer de très belles personnes et avoir de très beaux moments de vie avec toutes ces personnes. Puis, oui, Eric est un partenaire de show de cartes, mais leurs produits sont hallucinants. Je vous le dis, les gars, là, si vous avez la chance de. Comme je vous dis, je vais vous mettre en contact après l'épisode, là, mais écoute, le Slab Binder, c'est complètement fou. Ça sort vraiment d'eux autres. Ça, c'est les boîtes protectrices pour les booster box. Tout est fait au Québec, tout est fait ici. Donc, je vous le dis, les gars, ça va être un beau partenariat que vous allez pouvoir ajouter avec vous Merci beaucoup. de votre côté. Merci c'est super gentil de leur penser à nous. Et puis, moi, trop chaud de toute façon d'échanger avec le maximum d'acteurs possibles du hobby. C'est ce qu'on a toujours voulu faire et qu'on veut continuer. Que ce soit loin de notre collection et de notre vision ou proche. L'objectif, c'est de montrer tout ce qui s'y passe et de montrer le prisme le plus large possible. Super, avec nous, Evo Rétro, on est là pour vous aider. Donc, à voir. Fait qu'on fera un peu comme les dragons, l'après-réunion un peu. Là. Donc, des fois, ça prend juste une porte ouverte pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis voir si on peut s'aider dans les deux cas. Là. Donc, merci à vous de l'invitation, puis bravo aussi là, pour votre show aussi là, en France. Là. Bravo. Merci, Eric. Merci, c'est Merci, Eric. On ne t'en tiendra pas plus longtemps que ça, mon ami. Yes. Puis, on se reparle bientôt. Tu vas revenir durant l'été. On va jaser des nouveautés que vous allez avoir en stock. Bye bye. Ciao, Eric. Merci. Salut. Merci, Aka. Donc, c'était une petite surprise. Il m'a parlé hier. Il dit écoute, j'ai peut-être de quoi à proposer pour les gars. Fait que, qu'est-ce que tu penses s'il viendrait un petit 5 minutes? Je dis ben oui, c'est sûr. J'ai dit viens faire ton tour. Puis, je vous le dis, les gars, les accessoires Evo Rétro, là, puis je pense que les 3 autres boys avec moi, là, ils peuvent vous confirmer. Là, c'est de la qualité. Là. Moi, je suis un fervent amateur de leur bumper pour les cartes gradées PSA. Là. C'est comme des petits protecteurs en silicone. Là. Écoute, c'est magique. Puis ouvert à toutes les sphères de collection. Ouais. Puis si vous avez des idées, là, il prend toutes les idées, puis il veut essayer de créer quelque chose d'autre. Puis, c'est comme là, il n'y avait pas de booster box pour il n'y avait pas de boîte en acrylique pour les booster box de One Piece. Il est en train de créer ça avec son fournisseur. C'est vraiment. Il est en constante évolution. Donc, Évolution. on aurait une autre question de Patrick Boivin qui nous dit j'aimerais connaître la place que prend les collants, les stickers dans le domaine de la collection en France. Est-ce qu'on les fait grader? Est-ce qu'on les colle dans les livres? Est-ce que c'est aussi populaire que les cartes? Merci.
Ah bah, c'est sûr qu'en France, comme je vous disais, la culture Panini, elle est très ancrée et l'album Panini, moi gamin, j'en ai eu je sais pas combien et oui, on les collait, on les échangeait, mais il y avait pas de notion de valeur, Mmh. comme dans les trading cards. Mais aujourd'hui, oui, il y en a qui les gradent, je prends la on en parlait d'ailleurs aussi tout à l'heure, la fameuse Mbappé à Monaco où il est en duo, Mmh. il y en a eu je sais pas combien de gradés et il y a eu un phénomène aussi, c'est que il y a eu l'après-Covid vraiment en France, quand même marque aussi un tournant à petite échelle, mais pour nous, pour le hobby, il y a eu quelque chose. Et pareil, tu voyais jamais de cartes gradées avant. Et aujourd'hui, il y a des sociétés de grading en France. Et ils gradent du Panini, mais en stickers, clairement. Moi, C'est. je vais juste Oui, compléter vas-y, juste un Alex. tout, parce que je vais donner la deuxième partie de ta question. Par contre, ça se colle. Vraiment, en France, on est vraiment sur collé, sauf depuis la dernière Coupe du Monde, puisque vous savez, il y a eu des numérotés. Oui, Les effectivement. parallèles, Et là, ben oui. Effectivement. voilà. Et là, ça a changé la donne, parce que du coup, ça a touché l'international. Hein. Ça n'a pas touché que la France, on a vu que c'était partout. Et ça a changé la donne. Mais sinon, ça se colle et ça se complète. Ça se Il y a, trade, ça se complète un album. Et en fait, la force de Panini en France, c'est qu'il touche à tout en stickers. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le dernier film de Lilo et Stitch, comme ils vont avoir Barbie, comme ils vont avoir One Piece, et en même temps, le dernier album de la NBA. Donc, Le Tour de France voilà. aussi. J'ai des clients qui, à chaque année, me demandent veux-tu avoir de l'album du Tour de France? Je suis comme non, j'ai pas de fournisseur qui m'offre ça, malheureusement. Mais on voit que Panini, mais ça a déjà été un peu ça en Amérique aussi. Si on se souvient des années 80-90, tous les sujets étaient bons faire un album. Là. Puis là, ben, ils sortaient un album, puis on se dit, bon, ça va être quoi le prochain? Là? Ben, ça va être les Backstreet Boys, ça va être oui, c'est ça. tous les thèmes, y passent. Le seul truc qui est nouveau et qui perturbe un peu le collectionneur Panini, c'est le cas, j'ai voulu acheter pour mon fils celui de la Coupe du Monde des clubs. Et en fait, là, le problème des licences arrive. C'est que par exemple, Paris, ils n'ont pas la licence avec Panini. Donc en fait, vous avez sans le maillot. Et ça, c'est tout nouveau. Parce qu'il n'y avait pas ça encore il y a 1 ou 2 ans. Et là, le problème des licences se pose aussi sur le stickers. Et c'est nouveau chez le collectionneur de stickers, et ça, il n'est pas habitué. Nous, chez les trading cards, on est habitué, c'est des problèmes de licence, mais en France, c'est tout nouveau. Et je me suis fait la réflexion l'autre jour, tiens, je vais lui prendre 2-3 sachets pour le plaisir. Il voulait des joueurs de Paris, et là, je regarde, ah ouais, il n'y a pas le logo, il n'y a rien. Et mince, c'est arrivé aussi aux stickers. Puis, ben, j'aime bien ce point-là. C'est vu comment cette guerre de licence entre Fanatics et Panini en Europe? Parce qu'on sait ici, là, le monde n'aime pas non plus parce que veux pas, tu cherches des cartes de Wembanyama, puis outre dans le Prism, tu n'as pas de signé. Tu n'as pas de signé du côté Panini. Signé, c'est dans le non licencié chez Topps. Comment c'est vu cette guerre de licence-là en Europe? Je vais prendre une liste, tu veux, Greg, là-dessus. Non, il n'y a pas de. Au départ, en vrai, tout le monde a vu ça bien. Parce que au tout début, quand ça s'est instauré, on s'est dit ça va challenger un peu. Panini, qui était quand même très fort dans le hobby, avait un peu la mainmise sur beaucoup de licences. Et du coup, on ne va pas dire que c'était facile, mais un peu trop facile avec des collections un peu répétitives. C'est pas méchant, mais je pense que c'est une vérité qu'on peut regarder avec des parallèles à n'en plus finir, etc., etc. Top, ça arrive, commence à aller draguer, on va dire, 2-3 licences. Ah, c'est cool. Ça va relancer un peu la machine. Et en fait, en l'espace d'1 an, la vapeur a complètement tourné. Et là, c'est l'inverse. C'est Topps qui est en train de tout récupérer, de tout rafler. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, c'est que ça pousse à l'innovation. Parce que Topps change de produit, propose de nouvelles choses, fait des événements. De toute façon, Rubin avait annoncé, je vais faire du marketing. Bah voilà, on y est. Après Panini, nous, on connaît Panini France, donc qui est différent de Panini America. Ils sont en train ils ont toujours des droits. Par exemple, pour le soccer en France, ils ont les droits. Ils sont en train de récupérer du savoir-faire et de prendre aussi la température au sein du hobby pour proposer de nouveaux produits. Soit via des licences TCG, ils proposent des coffrets Disney, One Piece, etc. Soit sur des choses autres, c'est-à-dire des cartes Mario, des cartes Hot Wheels, Minecraft. Et là, ils vont lancer des cartes aussi abordables parce qu'ils ont un très gros réseau de distribution. Donc ça, c'est superbe pour les enfants, pour partager ta collection, etc.
Et même sur des produits un peu plus hobby oriented, ils sont en train d'essayer d'évoluer en tout cas. Ils essaient de proposer de nouvelles choses. Le problème, c'est qu'ils ont un tout petit train de retard parce que c'est pas Panini America, c'est Panini France. Mais je trouve que c'est intéressant. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est toujours dans le bon timing ou est-ce qu'il va falloir accélérer vite parce que Topps a mis un gros coup de pression quand même sur le marché mondial, quoi. Puis, une dernière question que j'ai pour vous, personnellement. On ne veut pas trop retarder, commence à être tard par chez vous. Premièrement, de plus en plus d'athlètes NBA qui sont vus mondialement comme Koulibaly et Wembanyama. C'est sûr, sans oublier les anciens. On l'a vu en France aux Olympiques qui ont failli battre les États-Unis. Tu sais. Le basketball a la cote. De jeunes joueurs s'en viennent. Ça va apporter ça aussi à la collection future. Tu sais, on l'a vu ici aussi au Canada. Carter, dans le temps que je joue pour Toronto, a amené aussi des joueurs québécois comme Logan Dart qui sont en finale. Puis aussi Shai Gilgeous-Alexander, puis plusieurs joueurs. Tu sais, Victor Wembanyama, puis ce genre de joueurs-là, ça amène des jeunes à découvrir des sports qui ne sont pas nécessairement toujours la cote. Mais ma question, c'est en fait, comment vous voyez ça, tu sais, la collection qui est recherchée de ces joueurs-là, des compagnies comme Topps et Panini, qu'est-ce que ça va apporter, vous pensez, qu'est-ce que ça va apporter dans le futur pour les jeunes Français, les jeunes en Europe, c'est ces joueurs-là qui s'en viennent parce que on s'entend, c'est quand même des pieds de Troie, là. Oui, il y aura forcément un impact et on le voit bien hein, quand Wemby a eu ses premières cartes, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés, mais il y a aussi des fois des gros loupés. Moi, je vois, il y a eu les NBA Games à Paris 2, donc ils ont fait 2 matchs et il n'y a rien eu en événement cartes sur place. Alors oui, il y a la guerre de licence, comme on disait, mais on a un retard clairement là-dessus, donc on a loupé le coche aussi de ce côté-là. Donc c'est là qu'on voit la différence entre les États-Unis, le Canada, ou même les matchs NFL qui a lieu à Londres ou en Allemagne, où là il y a une dynamique avec Panini. Et là, clairement, à Bercy, là, il y a rien eu de fait. Donc il y a eu des petites choses autour faites par les collectionneurs, mais il n'y a pas assez encore ce côté. Voilà, il existe ça. On a vu Wemby dans des cartes sort avec ses cartes Star Wars. Donc, c'est pas faute qu'il y ait des choses de proposer. Mais en France, là-dessus, parce que aussi Topps n'était pas développé, donc ça prend du temps. Donc oui, il y a eu un effet et il y a un effet, mais moi je le trouve par exemple même moins fort que nous dans les années 90 avec Jordan. Dans toutes les cours de récré, on avait des cartes. Chez le magasin de journaux, il y avait les Collector Choice. Et il y avait des pubs, tout ça. Aujourd'hui, ça reste encore. Alex, je sais pas ce que tu penseras de mon avis, mais juste avant, Alex, dans le fond, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait eu les Olympiques à Paris, le Wemby qui embarque, la finale contre les États-Unis, qui tranquillement, justement, va placer quelque chose de bon pour les prochaines années. Ça ne se fait pas en 2 ans. Ça va peut-être se faire en 10 ans. Les jeunes qui ont vu ça à l'âge de 5-6 ans, ça va peut-être justement donner de quoi de bon. Puis, tu sais, vous êtes là pour ça. Pas de carte. Démocratiser tout ça. Fait que vous êtes peut-être les ambassadeurs de tout ça. Puis, c'est juste le point que je voulais vous dire. Vous êtes probablement les ambassadeurs de tout ça avec l'effet Wemby, puis les Olympiques, puis tout ça, puis tout ce qui se passe présentement dans le hobby. Yes, Alors, Alex. moi, je vais compléter juste un tout petit peu. Moi, je pense que, en fait, dans tous les cas, ces joueurs
autres que mettre en lumière le hobby ont permis de mettre en lumière, déjà remettre en lumière ces sports. Déjà, redonner le goût à la NBA parce que moi, j'ai toujours suivi la NBA, mais de plus loin que le foot, que le soccer. Et à un moment donné, franchement, en France, il y avait un petit décalage. Il y a un petit décalage dans le sens où on s'y retrouvait plus, il n'y avait pas de joueurs français qui faisaient ces trucs, etc. Et là, Wembanyama, ça a relancé. Alors, peut-être pas l'effet de Jordan, peut-être, mais moi, je n'irais peut-être pas. Mais en tout cas, ça a relancé une dynamique. Les Jeux Olympiques ont aidé aussi. Maintenant, comme Greg l'a dit, et je suis complètement d'accord, il y a eu un raté sur les opportunités. Il y avait des opportunités de fou Ouais. à faire avec le hobby. Et les Olympiques en sont une preuve, les NBA Games en sont d'autres. Et je pense que c'est dommage. Maintenant, on va aller vers le futur, il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais il ne va pas falloir les rater toutes. Parce qu'à un moment donné, quand le train il passe, il ne repassera pas 3 fois. Ouais. Donc, Exactement. maintenant, par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que Wembanyama, ça n'a pas été un one-shot. C'est-à-dire que Wembanyama, c'est le joueur, on va dire, emblématique des 2 dernières saisons par rapport à sa taille, à ses stats, etc. etc. Mais on a eu d'autres joueurs qui sont arrivés après, qui ont cartonné à la draft, qui ont montré aussi en saison qu'ils savaient faire des choses. Effectivement. Donc, Koulibaly. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que, OK, les gens qui sont enthousiasmés sur la première saison de Wembanyama et sur la NBA, quand ils ont continué de regarder, ils ont eu d'autres Français, ils ont eu d'autres trucs, donc ça continue. Donc moi, ça m'encourage. Maintenant, de voir qu'il y a d'autres choses qui arrivent sur la LNB, donc la Ligue nationale de basket en France, avec Captain, comme Greg l'a mentionné, avec d'autres Panini aussi, faire d'autres choses. l'Euroleague. Panini, voilà, avec l'Euroleague, etc. Je vois que ça bouge. Mais, c'est toujours pareil, nous, on a toujours dit que ça allait plus vite. C'est juste que nous, on voit des opportunités et qu'en vrai, on va dire de manière très transparente, nous, on aimerait bien, de temps à autre, être consulté pour dire vous pensez que là, il y a quelque chose à faire? Et on dirait non, on pense pas, c'est sûr. C'est sûr. En On veut fait, vous c'est aider à le faire. dommage que, je sais pas, vous, le regard que vous avez, c'est totalement différent, c'est tellement ancré. Mais nous, en fait, il y a plein de fois déjà, on a l'impression que les responsables qui sont chez nous ne connaissent pas le hobby. Donc déjà, rien que ça, il y a un problème. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un décalage en fait avec ce que nous on connaît et ce qu'on aimerait, et avec des gens qui prennent des décisions et on se dit c'est pas possible. Même nous, on n'est pas des commerciaux, on connaît pas ce milieu-là. On dit c'est pas possible de ne pas prendre telle décision ou de prendre ces décisions parce que en France, pour le coup, on connaît le marché et il y a des choses. Enfin, les NBA Games là, c'est quand même assez incroyable qu'il n'y a rien eu sur le côté carte, surtout quand. Ouais, pour moi, c'est incompréhensible. Alors oui, il y a eu moi, apparemment, le premier, j'ai repris mon abonnement à beIN Sport parce que Wemby, je regardais plus trop la NBA, ça m'intéressait plus trop. Wemby m'a fait prendre un abonnement. Donc ça fonctionne. J'ai acheté un maillot à mon fils de Wemby. Enfin, il y a plein de choses. Donc il y a une grosse dynamique. Tu vois des maillots partout. Il n'y a pas de souci. Les gens, j'ai fait encadrer la une de l'équipe quand il est venu à Paris et la dame, elle me dit c'est qui lui? Et je lui ah oui, j'en ai entendu parler. Alors qu'elle me dit je suis pas du tout le sport, mais je vois. Donc oui, mais dans notre passion des cartes, c'est compliqué. Donc, pour revenir à ta question de base, oui, ça a aidé, il y a eu quelque chose, mais ça aurait pu être largement plus utilisé. En fait, notre petite frustration, en tout cas ma frustration, parce que je vais parler en mon nom, mais je pense que Greg va être d'accord avec moi, c'est de voir que Wemby a autant influé le hobby US, je dirais voire international, et aussi peu, par manque d'opportunités, surtout le hobby français. Alors, il y a eu du produit, il y a eu des choses. Le fait que les Top Scrum de l'année dernière, c'était Wemby en packaging, génial. Mais franchement, se dire qu'on aurait pu faire un event, faire un petit truc, ou même, je sais pas, faire un. Distribuer des packs. Ouais, même sans ça, moi, je dirais, il peut pas se déplacer parce qu'il a game ou autre. Faire un truc sur écran géant, c'est un record, et en disant voilà, du coup, je vais vous offrir, comme il y a un partenariat avec Fanatics, je vais offrir à 100 personnes dans la salle pour les NBA Games en France. Et puis en plus, pour ceux qui vont venir voir mon ancien club, des Mets 92, je vais offrir 100 box de tops. J'en sais rien, mais vous voyez, ça, je viens de le sortir à l'instant, c'est quelque chose qui, je viens de l'inventer, mais il y avait des trucs à faire. Il y avait des trucs à faire. On se dit, il manque ce petit truc. Et à un moment donné, on va l'avoir ce déclic, c'est certain qu'on l'aura. Moi, j'espère juste qu'on ne l'aura pas au moment où on va se dire en France, le hobby se lance, alors qu'à partout ailleurs, il est en train de stagner fort. Très dommage. Ce serait très dommage.
Écoutez, messieurs, je ne sais pas si, excusez-moi en passant, là, j'ai eu des problèmes de Wi-Fi ici. L'hamster a arrêté de tourner. Donc, j'ai perdu le Wi-Fi. D'habitude, c'est Yanakis qui a ces problèmes-là, mais là, c'est moi qui les ai eus. Faites tes comptes. Toute votre T'es arrêté au puits, puis... Ouais, j'ai changé mes tires avant de m'en venir. Je sais que vous m'aviez dit que vous étiez avec nous autres pour à peu près 1 heure. On sait qu'il est quand même quoi, il doit être 21h15 chez vous présentement. On apprécie énormément le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. On espère sincèrement, en tout cas, du fond du cœur, que ce soit une collaboration qui va être faite pour durer. On va travailler fort pour vous amener au show de Montréal à l'automne. C'est notre but premier. On va essayer. On ne garantit rien, mais on va essayer de vous avoir avec nous là, durant ce show-là. Puis, écoute, le prochain épisode, ce sera sur votre podcast, les amis. Avec plaisir. Avec grand Let's plaisir. go. Alors, on essaiera de vous dégoter une petite surprise, quoi, parce que vous avez mis la barre haute. Mais c'est une belle participation, un et l'autre. Puis, justement, on en a parlé le long de l'épisode. Démocratiser en France beaucoup le hobby. Puis c'est en faisant des partenariats comme ça que ça va arriver, puis ça va ouvrir des cloches à certains investisseurs, on l'a vu avec Evo Retro, qui est venu vous offrir d'être partenaire avec vous. Donc, c'est ça le but, puis faire grossir le hobby, pas aussi vite que Fanatics l'a dit, 10x de hobby, mais au moins faire notre petit bout de chemin. Puis, tu sais, de connaître le hobby en France aussi, mais honnêtement, de vous connaître un peu plus, vous deux, c'est super là, de notre côté d'apprendre à vous connaître. Puis, écoute, on vient de créer des amitiés qui vont durer très longtemps, j'ai l'impression. Avec grand plaisir. Et vous avez vu en live qu'on avait fait notre anniversaire à la Geek Factory. Et Oui. Yanakis, tu vois, on te disait de... Alors, on a ces côtés où on aimerait que ce soit plus développé, mais il y a aussi un autre côté qui est aussi très agréable en France et qui a encore beaucoup de romantisme sur la carte. C'est-à-dire que quand on reçoit une carte des fois dans sa boîte aux lettres, ça rappelle en se disant « Waouh, c'est exceptionnel, il y a encore ce petit côté ». On a aussi des avantages d'avoir un hobby qui n'est pas énorme parce que voilà, on n'a pas accès, ou quand on va à un magasin sur Paris où il y a quelques cartes, on est là « Waouh, il y a des cartes ». Ça, c'est aussi un bon côté. Avant de nous quitter, peut-être ça va peut-être faire avec une petite plug au niveau de nos commanditaires. Guillaume, est-ce que tu as peut-être, tu peux-tu nous lancer sur le petit speech de nos commanditaires ou on fait ça un petit peu plus tard? On va le faire un petit peu plus tard. On ne va pas les garder OK. plus longtemps avec nous. Mais moi, pour ma part, c'est une découverte. Là. Je vous connaissais plus ou moins, je dois l'avouer. Je suis vraiment content de voir. Vous êtes super articulé. C'est le fun de voir votre passion. Puis il y a de quoi que je retiens de ce que vous avez parlé, c'est que c'est quand même le fun d'être dans de quoi qui démarre, si on veut. Tu sais, la France, justement, vous dites que ça l'arrive, ça s'en vient, de faire partie de quelque chose qui démarre, puis le voir évoluer, en faire partie aussi. Ben, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut des fois forger un peu ce qui s'en vient ou le voir venir. Fait que c'est hyper stimulant pour vous en France, puis c'est le fun d'avoir un partenariat avec vous pour pouvoir des fois s'aiguiller puis s'aider au travers de tout ça. Gros plaisir de faire partie d'un de vos épisodes éventuellement. Puis comme Mike a dit, si on est capable de se voir à Montréal à l'automne, ça serait génial. Moi, j'ai 2 choses, du coup, messieurs. Déjà, encore une fois, un grand merci pour là et pour être venu lors de notre anniversaire. Ça, c'est même pas la première chose. L'autre chose, c'est comme on l'a sous-entendu, mais nous, Mike, tu l'as dit juste avant, on aime bien toute la partie trading, échange de cartes, etc. Ça, c'est génial. Ce qu'on préfère, c'est les échanges tout court, d'humains. C'est pouvoir échanger, discuter avec les gens. Et comme vous l'avez dit, là, ce moment-là l'a montré. Et si on peut en plus le faire en physique, en venant vous voir et que vous venez nous voir ensuite, ou même dans l'autre sens, peu importe, on arrivera à gérer dans tous les cas, ce serait, je pense, le must du must, et on serait sur vraiment quelque chose de canon et de pouvoir le pérenniser. Et après, moi, j'ai une idée. Je sais pas si je peux en parler maintenant ou j'attends en off. C'est une idée, donc je vais même pas parler à Greg. C'est pas ce que je vais dire. Greg va peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'il va dire encore comme dinguerie? Vas-y, spoil. On le fait. Mais j'ai une idée. Est-ce qu'on pourrait pas se faire aussi, selon les sujets, selon les moments,
une petite chronique, l'un chez l'autre, l'autre chez l'un, sur, exemple, il y a un événement qui se lance. Je vais prendre un truc de l'année dernière, c'est facile. Le FanFest qui est annoncé, le Fanatics Fest qui est annoncé. Et ben on se dit, ok, vous venez chez nous, on va chez vous, on donne notre avis en France, qu'est-ce qu'on en ressent, vous au Canada, qu'est-ce que vous en ressentez. Est-ce que ça ne vous dirait pas qu'on fasse ce genre de choses de temps à autre? Plutôt que de se dire, ouais, on se fait des On épisodes embarque. une fois par mois. On embarque, c'est sûr et certain. Voilà. Je propose pense ça. qu'au- Et ça peut être... Mais sur aussi Upper Deck qui va lancer de nouveaux trucs, parce qu'on ne va pas se mentir, le Canada quand même a un plus gros marché hockey et plus de connaissances que nous. Et il y a des trucs, sur des domaines où vous êtes plus pointus que nous, donc on se dit, allez, on les amène chez nous, ils vont bien donner leur avis. Et puis à l'inverse, on peut le faire aussi, et ben let's go, on vient chez vous et puis on donne notre avis. On pourrait se faire un match de tennis au French Open, de se renvoyer la balle, se faire des as, puis c'est une bonne idée, tu sais, J'adore l'idée. d'un bord et l'autre, de se renvoyer. J'ai vu la face à Yanakis là, qui avait l'air de dire « Oh yeah! » Donc, les gars, on ne vous retient pas plus longtemps que ça. On apprécie, comme je vous dis, le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Si vous voulez plugger vos réseaux sociaux un peu avant de nous quitter, puis votre lien Spotify ou quoi que ce soit, la tribune est à vous, messieurs. Bah ouais, on peut nous retrouver des podcasts. Ouais, Alex, vas-y. Hein. Non, j'avais dit podcast. En fait, on est sur TikTok, Twitch, YouTube, X, donc Twitter, Instagram, X, Facebook, Instagram. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là. Et Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcart. N'hésitez pas à vous De- abonner, et à venir nous voir, à nous donner des sujets, à dire je veux montrer ma collection. On fait l'émission dans ton classeur. Enfin, comme on disait à Eric et comme on discutait avec vous, c'est vraiment nous parler de cartes, échanger un projet, une idée avec grand plaisir. On va mettre les liens de toutes vos plateformes, puis si vous voulez aussi vos liens Instagram personnels. Sur notre compte, exact. Comme Donc, ça, Yanakis pourra avoir ma rencontre. Le problème, c'est qu'Yanakis, il n'y a aucun réseau social, fait que tu vas être obligé d'y envoyer un télégramme ou une code morse, un affaire de même. Là. Et moi, j'avais vu sa vidéo quand il avait ouvert au magasin avec le gars qui sautait partout. Là. Ah, mon Dieu. Mais par exemple, il y a un drone, tu sais, il y a un pigeon voyageur. Ah, excuse, un drone. C'est trop moderne, Non, ça. mais- Là. Ouais. On m'a promis, j'essaie d'avoir ma rencontre avec Charizard, avec Dracofeu, et je vous l'envoie. Donc, merci, messieurs, puis passez une belle fin de soirée. Bonne fête des pères à tous les Français qui nous écoutent. Ouais. Et puis, on vous remercie énormément. On fait de pair, puis on continue prochainement. Merci les Et gars. bravo à vous. Salut les boys. Ciao. Bonne fin de Ciao. journée, à bientôt. Wow. Très cool. Très cool comme intervention d'avoir eu ces deux passionnés. On va se le dire, les gars. C'est vraiment deux passionnés de collection. Puis écoutez Greg, je l'aurais écouté pendant 10 heures de temps sur sa rencontre avec Derek Jeter. Là. Pour vrai. C'est pas fini, c'est pas fini. Je sais pas. Écoute, c'est, moi, je pensais que j'avais une bonne histoire de Rick Jeter. J'étais comme, bon, ben, j'étais une sous-marde, merci. Hey, j'avais les poils sur les jambes, ses bras. Hey, il est tout seul dans la salle avec à jaser, à discuter avec lui pendant 15 minutes. Derek Jeter, il connaît son histoire, puis tout, je veux dire. La collection, là, oui, le TCG est en vogue, là, mais la collection, c'est ça. Là. Je veux dire, Mais tu sais, il a dit sa femme, vas-y, 1700, voyagement, fatigué. Il s'attend à arriver là, puis ils sont 12 dans la salle. Non. non, il est tout seul, S'il avait face-to-face. backé off, là, il aurait manqué une sacrée chance. Ouais, mais Mais, hein. tu sais, je sais que c'est une phrase de merde. Mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là. Tu sais, Ouais. des fois, puis moi, ça m'est déjà arrivé là, de dire, voyons, pourquoi qu'à matin, il y a du trafic, puis pourquoi je vais arriver en retard à telle place, puis tu arrives comme, et tu croises quelqu'un, mettons, à l'épicerie que tu n'as pas vu depuis 10 ans, tu es comme, ben voyons donc. Tu comprends-tu que si j'arrête, tu sais, si je pars trop tôt, puis si il n'y a pas de trafic, puis pouf. Fait que non, il y a des.
Il y a des très beaux hasards dans la vie. Il y a des Faut très souvent- beaux hasards. Tu sais, on s'entend, là, il Non. n'a pas rencontré Jonathan Kovacevic, là, il a rencontré Derek Jeter. Ouais, Tu sais, c'est Moi, Oui, j'aurais mais été content une autant légère des deux. différence. Puis il l'avait préparé aussi, Derek Jeter. Il l'attendait. Il savait c'était qui. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il a fait à croire qu'il y avait une gang de monde qui venait, Aïe, aïe. mais il l'a attendu seul avec. Ah, c'est fou, Red. Tu sais, fait qu'il- Ouais. tu vois que Jeter il a salaud. pris le temps, il a pris l'émotion de je veux le voir tout seul, je veux le rencontrer tout seul. Il est parti de la France. Ouais, sa première réaction, c'est Ah, c'est toi le collectionneur français. C'est ça. Tu sais. Fait que c'est ça qui me donne. J'ai encore les chills. Puis souvent, ceux qui rencontrent leur idole, qui collectionnent tout ça, ça arrive souvent qu'ils sont déçus, là. Tu sais, comme c'est pas de Ouais. quoi de toujours plaisant. Puis il en parlait comme que non, lui, ça l'a stimulé encore plus sa collection, là. Fait que. Puis des deux côtés, même Jeter, il était content. Oui. Ben oui, mais c'est sûr certain. Quand tu vois quelqu'un qui est passionné comme ça par rapport à toi, tu sais, c'est pas non plus un stalker là, tu sais, qui court chez eux. Tout ça, c'est dans des événements, fait que c'est le fun. Puis Jeter, c'est sûr certain qu'il trouve ça impressionnant, intéressant de voir un collectionneur comme ça. Puis je sais pas s'il y en a qui le suivent sur Instagram, mais on peut voir l'étendue de sa collection. Là. C'est assez, Greg Jeter fan. Ouais, c'est fou. assez impressionnant. Puis Alex, J'ai l'impression qu'il y a quelques accessoires Evo Rétro là, qui vont bien fitter dans sa collection. oui, puis Ça Alex, demande, Alex, il a une énorme connaissance de tous les domaines. Puis il y a la vision, il y a des projets en tête. Là, fait que tout c'est cool. Ça va être une belle collaboration. Ça a été un. Écoute, Yanakis, lance-nous sur les sorties de la semaine. Ensuite, on va faire les commanditaires, puis on va jaser de la Connor Bedard 1-1 qui est sortie dans The Cup. Ouais. Mon Dieu, que d'univers cette semaine sont représentés dans les sorties. La prochaine partie de l'émission sera la partie Agace, parce qu'on n'aura pas au Canada, mais 2025 Topps Marvel Chrome. Oh. Hobby et Blaster, ouais. Oh my God, imagine les Reds sur 5. Oh my God. On a Contenders Optic Football 2024, un des produits les plus attendus à chaque année qui rentre cette semaine. On a 2024-25 Panini Select Basketball, un autre produit qui est toujours archi attendu. Ça, c'est un plaisir coupable, mais le 2025 Don Ross Baseball, qui n'est pas licencié, mais Seigneur que ce produit-là est le fun à ouvrir, c'est quasi maladif. On a une belle surprise de chez Topps qui va nous sortir cette semaine, le 2024 Topps Inception Baseball, produit que plusieurs personnes pensaient qu'il était sur la Terminé. tablette. Ouais, non, ils vont nous le sortir. Ensuite de ça, le produit bizarre de la semaine, on a Upper Deck World of Sports, volume 1. OK. Puis c'est quoi? C'est comme un amalgame de toutes leurs licences qu'ils ont décidé de mettre dans un produit, puis bye. Produit universitaire avec des athlètes des diverses universités que Upper Deck a les droits. OK. C'est ça. Prochaine question. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est le genre de produit qui, dans 2, 3, 4, 5 ans, on va dire, hey, la première carte de telle joueuse ou tel joueur ou tel est dedans? Oui. Mais je peux pas. Disons que j'ai commandé des boîtes parce que j'ai pas le choix d'avoir au moins une boîte hobby de chaque produit d'Upper Deck en tant que CDD, mais c'est ça. Il n'y en aura pas beaucoup. Et finalement, ça serait cette semaine que Panini sortirait Panini Prism Rolling Stones. Ça serait cette semaine. Okay. Et au hockey. Je te crois plus. Comment? Je te crois plus. Non, moi non plus. Et au hockey, une autre semaine, une autre sortie, 2024-2025, Parkers qui sort cette semaine. Parkers Champion. Ouais, Parkers Champions. Il y a beaucoup de produits de hockey qui sortent dans les dernières semaines. C'est ça. Parlant de produits de... Oui, vas-y, Yannick, c'est fini, complète. Veux pas, il y a certains produits qui tombent entre deux chaises. Un produit comme Parkers qui à chaque année est un peu pas mal oublié par les collectionneurs. J'ai du mal à voir pourquoi que ça serait le contraire pour un produit qui sort à la mi-juin.
beaucoup de doutes, malheureusement, mais ça va être à voir. Juste de même, là, Upper Deck Ice, qui est sorti la semaine passée, exactement là ce que je m'en allais. ils ont décidé d'enlever les high-end de Exquisite pour les mettre dans The Cup. Ça fait un produit vide, pas à peu près. Là. Est-ce que, puis Oui. juste pour poursuivre à ça vite, là, est-ce que Ice 24-25 vient de sceller et de terminer la gamme Ice chez Upper Deck? Parce que Ça vient de terminer c'est la course à atroce, Norris. c'est atroce. Ça vient de terminer la course à Norris, en tout cas. Il est mort! Capote? Ouais. Oh! Continue, excuse. J'adore ça! On est en direct! Mais, écoute... Son coéquipier en plus. Oh! Piastri aussi? Il l'a sorti. Ah, Il l'a accroché. Oh. Mais pour revenir à Ice, je me souviens pas d'un produit qui est autant tombé entre deux chaises que ça. On se comptera pas des peurs. Là. Les cartes de base sont affreuses. Là. Ah, c'est dégueulasse. C'est laid. Je vais être franc. Là, j'adore Upper Deck, là, mais c'est dégueulasse. Oui. Puis, comme tu dis, Mike, honnêtement, là, j'ai l'impression qu'on. Ah, ils viennent de signer leur arrêt de mort. Là. J'ai l'impression que c'est un show d'adieu, là. Mais Ouais. vraiment poche. Là. C'est pas magique. On s'entend, le prix des boîtes, c'est plus cher que l'an passé aussi. Ça aide pas. Mais j'ai des clients qui ont vu ça au comptoir qui me regardaient et me disaient c'est tout. C'est tout certain. Le checklist des recrues aussi. Ah! Il y a des recrues qu'on ne voit dans aucun autre produit. Hey, Easton Cowan, une recrue là-dedans, il n'a jamais joué dans la Ligue nationale encore. Marc-Antoine Lefebvre m'a envoyé une photo et il dit c'est-tu normal? Puis c'est une mini ice de Easton Cowan dans le chandail des Leafs. Wow, mais ils l'ont donc bien échappé. Mais tu sais, de notre côté, Guillaume, tu dis il y a des gars qui n'ont jamais eu de recrue. Ice, ça a toujours été une des. Oui. Je dirais pas une des rares qualités, mais une des qualités. Il y a des gars là-dedans. Tu sais, ben, je vais te donner deux exemples. À une certaine époque, c'était hot. David Rittich, le gardien de but, il y a une carte recrue, c'est dans Ice. Mathieu Olivier, il y a une carte recrue, c'est dans Ice. Oui, tu avais le joueur des Flames, Émile Poirier aussi, que sa carte recrue était dans Ice quand il est arrivé là, avant qu'il finalement se retrouve dans la Ligue américaine, là, dans la Ligue nord-américaine. Mais tu sais, c'est ça pareil. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été une des caractéristiques de Ice on ramasse tout ce qui a porté une paire de patins cette année. Mais. Est-ce que. On ne connaît pas la statistique, mais je serais curieux de savoir quel pourcentage des boîtes de Ice se sont vendues cette semaine. Puis je vous confirme, c'est pas beaucoup. Là. Puis, moi, comme je te dis, je suis pas mal sûr que l'année 24-25, ça conclut la legacy de Ice. J'ai l'impression que les Ice, ils vont revenir au format sur 99, sur 999 puis sur 1099, mais qui vont être insérés en insert dans Extended. Là, je veux dire, ça va s'en aller dans une affaire la même. Là. Ou en box topper. Rajoute un paquet sur whatever le produit, puis ça va être correct comme ça. Là. C'est un box topper par 6 boîtes, mettons, puis pouf, t'as un paquet de Ice avec les recrues là-dedans. C'est dommage. Oui, mais je pense qu'Upper Deck serait dû pour faire une espèce de, on va dire, style Panini Chronicle. Là. Mettre plusieurs produits dans un. Ah, oui. Garde Synergie, garde Ice. C'est les 7e défenseurs, là, mettent tout ça dans ce produit-là. Puis, parce qu'on en a parlé dans la dernière semaine avec Rooster, ça Crosby Ice sur 99. Puis tu sais, anciennement, c'était ça, les gros chase dans le produit. Puis ça va le rester avec le long terme. Oui, absolument. Mais là, tu sais, on en a parlé aussi dans ce produit-là. Lane Hudson n'est même pas sur 99. Fait que là, tu sais, c'est comme. C'est le gagnant du Calder. Fait que c'est comme sinon la plus importante rookie qui est pas dans celle du 99. Fait que on dirait que ça dénature le produit. Puis j'ai regardé plusieurs breaks et j'ai participé à des breaks parce que c'est définitivement pas un produit que j'aurais acheté à la boîte. Là. Puis, sont où les case hits? Avant, il y avait au moins un case hit qui était une rookie sur 99 ou qui était une rookie patch auto ou qui était. Peu importe. Là, j'ai vu des cases s'ouvrir, il n'y avait absolument rien. Fuck out. Ah oui, oui.
Fait que Absolument. c'est une grosse déception. Puis tu dis, il y a des produits qui tombent entre deux chaises. Yanakis, ben, ce produit-là aurait sorti tout seul dans un mois, puis il aurait tombé entre deux chaises pareil à voir qu'est-ce qui sort Ben, de ce produit. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que, tu sais, des fois, on dit le produit tombe entre deux chaises, mais c'est quand même cool parce que si, parce que ça. Tu sais, puis je parle de Parkers. Moi, je suis le premier défenseur de Parkers. Tu sais, on dit, ah, il n'y a rien dedans, il y a ci, il y a ça. Non, les gars de hockey, vous chialez que je mets d'hard sign. C'est tout Il y en un a, hard là. sign là-dedans. Il y a Mhm. des numérotés, il y a des paquets à ouvrir. Hey, wow, c'est Mhm. quasiment rendu hors des paquets à ouvrir. Mais tu sais, je comprends des fois, écoute, le timing est zéro puis une barre. C'est pas mauvais, mais en ce qui concerne Ice, c'est Ah, épouvantable. c'est décevant. Et puis j'ose espérer que les personnes chez Upper Deck qui ont travaillé là-dessus ne sont pas là à se dire ouais, hein, mission accomplie, méchant job qu'on a fait là. Hey! Non, Mm. hey, c'est Non, non. 18 roues d'essence qui tombe d'une falaise, ça, là, excuse-moi, là. C'est un désastre, là. C'est un désastre, là. J'ai vendu plus Ouais, d'Extended et de série 2 cette semaine que de Ice, là. C'est une Puis, misère. je comprends, là. Tu sais, pour Ouais, 50$ de le, moins la boîte, voyons donc. le prix du bois, le prix de la corde de bois est rendu cher, fait qu'ils se sont dit, hey, on va faire un produit pour le monde, puis ça va être parfait. Épouvantable. Gênant. Guillaume, lance-nous sur les commanditaires avant de conclure cet épisode spécial. Yes, sir. Chez les commanditaires, on a Stack qui offre aux membres Patreon 15$ de crédit break par mois, en plus d'offrir la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100$ lors du tirage tous les mois pour participer au break. Entre autres, rendez-vous au stack.ca ou sur les différents réseaux sociaux. Choose Your Grading offre quant à eux aux membres Patreon 10$ de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2$ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez retrouver Choose Your Grading sur leur page Facebook, entre autres. Et vos rétros, encore une fois, merci de leur participation aujourd'hui au show et de l'offre faite envers nos cousins français. Ils offrent en tout temps aux auditeurs un rabais de 10% à l'aide du code promo SHOW10, en plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage tous les mois 3 superbes prix. Le premier est une carte cadeau de 100$, le deuxième une carte cadeau de 80$ et finalement le troisième prix est une carte cadeau de 50$. Valide sur l'ensemble des produits EvoRetro disponibles sur le site internet au evoretro.ca ainsi que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Consignation Savage offre en tirage chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20$ échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou retrouvez Savage Cards sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. TheCards.shop maintenant. La plateforme de vente québécoise offre chaque mois, lors de notre tirage exclusif pour les membres Patreon, la chance de remporter l'un des 4 crédits de 25$ à dépenser librement sur leur plateforme pour acheter les cartes de votre choix. Et ce n'est pas tout. En tant que membre Patreon, vous profitez aussi en tout temps d'un remboursement de 50% sur les frais de traitement, soit 50 sous par carte, lors de la vente de vos cartes sur thecards.shop, jusqu'à un maximum de 50 cartes par mois. Retrouvez-les sur thecards avec un s.shop. Et finalement, la foire aux cartes offre un Gold Mystery Pack en cadeau à faire tirer tous les mois. Mystery Pack pourrait contenir, entre autres, une paire de billets pour les Canadiens. Allez les découvrir sur les différentes plateformes de réseaux sociaux tout autant. Mention qu'on a faite la semaine passée lors de l'épisode. On vous rappelle que lorsqu'on fait le tirage, vous avez jusqu'au tirage suivant pour réclamer vos prix. Donc, vous avez une période de 30 jours environ pour réclamer vos prix auprès de nos partenaires. Et quand on fait les tirages, vous pouvez retrouver les gagnants soit sur notre page Patreon, sur notre page Facebook, sans problème, ou vous pouvez aller voir la liste des gagnants tous les mois. Et finalement, nous tenons à remercier nos commanditaires partenaires pour leur énorme générosité. N'oubliez pas d'aller liker, que ce soit notre page Facebook, les épisodes vidéo sur YouTube et pour l'audio Spotify, Apple Podcasts et autres. Nous rappelons que le sport ultime, c'est de devenir membre Patreon payant pour 5$ par mois. Vous bénéficiez d'un sacré retour sur l'investissement puis notre reconnaissance éternelle. Donc, les boys, je pense qu'il restait une question qu'on voulait... en fait, on voulait parler de la 1-1 de Bédard. Ouais, En terminant. la 1-1 de Connor Bedard, la Shield Auto de Cup est finalement sortie par GP Sports Cards, un breaker. Je ne veux pas me tromper du nom, là, mais me semble que c'est ça.
Solide carte, messieurs. Sortir ça. Ben, On parlait- c'est la plus grosse carte, en fait. C'est la plus grosse carte C'est ce que je possible pense. de Bédard. Oui. Est-ce que y a-t-il un shield dans Premier? Ultimate? Ultimate, il y a un shield. Ouais. Mais de Ouais, cop, ben, ça c'est- reste de cop. Là. Ouais. Évalué à combien? Ben là, il y a un bounty dessus à 125 000. Donc, j'imagine que. Take and round. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Prenez-vous le bounty puis tu pars en courant ou. Absolument. Oui, hein? Moi, je pense aussi. Ouais. Je partirais comme George en courant. George Russell? Je pense- Non, excusez, c'est parce que je regarde la course. Tu sais, Ah! et honnêtement, le timing présentement, il est plus ou moins bon pour vendre la carte. Là. Fait que présentement, oui, je serais porté à prendre le 125 000 aussi que de bounty qui est offert dessus. Mais disons qu'on commence la saison prochaine puis que Bédard, après les matchs pré-saison, puis après une semaine ou 10 parties dans la saison, a déjà une moyenne de 1,5 points par match, puis ça va bien, puis il est dans les highlights, on le voit passer des nouvelles du sport. Peut-être que ça vaut plus que ça. Mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose à Bédard. Puis je vous explique, j'ai peur que ce gars-là ne soit jamais capable de satisfaire les attentes que les gens avaient mis sur lui. Très possible. J'ai Mais l'impression que... n'oublions pas qu'ils ont mis des attentes sur l'individuel. Absolument. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe alentour de lui. Je suis d'accord, Mike, mais il y a tellement de gens qui ne comprennent pas que le hockey est un sport d'équipe. Tu sais, le UFC est un sport seul. Le hockey est un sport d'équipe. Mais c'est vrai, je suis plus capable d'entendre le hey, méchant flop, Bédard. Ouais, c'est pas fort, hein? De quoi tu parles? Quand même été le deuxième joueur le plus rapide en bas de 20 ans à atteindre le plateau des 100 points après Sidney Crosby. Tu sais, fait avec des gars au balotage qui sont sur ces lignes. Oui, mais non, c'est un club du Seigneur 3 avec quoi qu'il joue, là. Ah, mais j'ai l'impression que même si l'an prochain, ce gars-là a une saison de, je dis n'importe quoi, 100 points, les gens vont être encore comme Ah ouais, hein? Les gens sont frustrés parce qu'ils ont. L'arrivée de Bédard a tellement monté les prix en termes de valeur de boîte qu'ils se rabattent sur lui en disant que c'est de sa faute à lui. Oui. Mais le problème, c'est que moi, puis je pense encore que c'est tellement un investissement à long terme, pas pour un flip, mais pour un investissement à long terme que même si tu achètes sa PSA 10 aujourd'hui à 700 puis qu'elle drop à 400 dans un an, j'ai l'impression que quand même, au bout de sa carrière, elle va valoir plus cher que ce que tu as payé là. Mais tu sais, ça, c'est une opinion purement personnelle. Mais le monde sont frustrés après Bédard, pas à cause de ses performances, à cause que le fait que le prix des boîtes et le prix du hobby a augmenté à cause de son arrivée dans le national. Puis moi, ce qui me fait un petit peu sourire, les gens sont tellement vite pour dire que Bédard, hey, c'est un flop, c'est un ci, un ça. Mais Slavkovski, ouais, mais tu sais, il est jeune. Puis il va prendre du temps à se développer. Hey. On est un peu, là. On parle de deux flots, là. Les gars, genre. C'est pas à cause de Bédard que ça coûte plus cher. Ben oui. Non, mais cette année-là, non, c'est Upper Deck qui a suivi la vague des autres produits qui coûtent plus cher. Ben non, tu sais, t'achetais une série 1, t'achetais une série série 1. Mais Coste n'avait pas changé. C'est pas un fucking joueur qui... Ben oui, achète une série 1 23-24, tu vas payer 150$ la boîte. T'achètes une série 2 23-24 parce que Bédard est dedans, tu vas payer 450. C'est sûr, c'est Bédard qui a fait en sorte que la boîte est 450. Oh oui. T'sais? Parce que notre coste n'a pas monté, là. Je te confirme, là. À peu près j'embarque pas là-dedans. C'est pas Bédard qui fait monter ça. Ben, c'est pas là-dessus, là. C'est pas Bédard. C'est pas Bédard. Bédard, rien demandé en real. Non, c'est pas Bédard, mais c'est l'arrivée de Bédard dans la nationale. C'est l'engouement qui est causé par le joueur. C'est tout le hobby autour.
toutes les. Oh, oui, non. Non, j'en Mais parle pas là-dedans. c'est On a parlé dans les c'est derniers l'effet épisodes. Bédard. C'est l'effet Eh oui, Bédard a c'est fait l'effet en sorte de Bédard. monter. C'est Comme l'effet ça va être Bédard. l'effet mais- McKenna dans 2 ans. Comme ça va C'est être comme- l'effet McKenna dans 2 ans, ça Ah va oui. être la même Ben, chose. Puis en plus, il vient de signer avec Penn State, si je ne me trompe pas, dans la NCAA. Ah oui, c'est fait. Ben, en tout cas, il y a des rumeurs que. Walmart vont embarquer, puis ils vont vendre ça le triple du prix. Puis ils vont Fait que, faire. tu sais- Steve McKenna, c'est vendu chez Walmart. Fait que, tu sais, imagine, 850 pièces la Hobby Box. imagine, Non, imagine le problème, c'est le monde qui profite de l'effet d'un joueur. Ouais, mais là, imagine, McKenna, s'il va jouer dans la NCAA, il va toucher à des collectionneurs américains déjà là. Fait que check Oui. bien le hype plus que Bédard encore. Là. Oui, mais là, Puis le pire là-dedans, c'est ça se peut très bien que ce soit les Blackhawks qui se retrouvent avec ce premier choix-là l'année prochaine, puis tu matches Bédard et McKenna ensemble. Et 5 crèmes. oui, mais là, Walmart, les méchants qui break, asti, ils vont. Attends, j'embarque pas là-dedans. C'est les fournisseurs qui ont monté le prix. Ils n'ont puis pas que monté c'est le pas prix. Bédard. Mais Polo, ils n'ont pas monté le prix, Polo. Je vais t'envoyer un avis notarié signé en 3 copies. Mes cosses étaient archi similaires. Je ne te dis pas qu'ils étaient pareils, mais on était à pas bien plus. Là. Mais c'est comme tout. Tu sais, puis ça pourrait être un autre débat. L'aspect des préventes. Tu sais, est-ce que je suis le seul qui a été surpris que le 2-Cup 23-24 se vende 1400$ la boîte? Moi, je m'attendais à alors, plus que ça. Ben, l'humanité s'attendait à plus que ça. Mais à partir du moment que le premier Zozo sort une prévente à ce prix-là, puis tout le monde dit « Oh shit, c'est ce prix-là », ben, attends, tu penses pas être capable de le vendre 8 cents de plus, tu vas passer pour un crosseur. Fait que c'est ça, là. Tu sais, puis souvenons-nous, les préventes de série 2 en 23-24, c'était pas chic, merci. Puis des conditions qu'on n'avait jamais vues. Si tu achètes une boîte de série 2, tu achètes une boîte de série 1, parce on se souvient que cette série 1, cette année-là, à la sortie, était excellente. Pas du tout. Ouais, t'avais Ben Ayers qui était pas pire, là, mais. Non, Ben Ayers, c'est l'année d'avant. C'est vrai, parce que l'an passé, quand ça a sorti, on s'entend, il y avait Dustin Wolf. Luke Hughes, Askarov. Devant l'hiver. Puis il y avait Matthew Nice qui valait 8$, 10$, puis le monde disait ça a l'air, il y a un potentiel. Puis Devon Levi valait, mon Dieu, 30$. Ouais, dans ce coin-là. Non, il n'y avait pas, t'avais pas grand-chose. Tu pouvais frapper les 6 meilleurs handguns de la série 1, tu ne remboursais pas ta boîte. Là, non, officiel. Officiel. Mais j'ai hâte de voir. Imaginez un petit peu là, que Chicago finit dernier, gagne la loterie, ramasse McKenna et Bédard en même temps. Ça serait super intéressant, mais ça ferait un monstre à 2 têtes comme Edmonton. Puis on le voit à Edmonton. Il manque de gros tour de l'os, là, vraiment. Là, on le voit en série. Mais on voit dans qu'est-ce qu'ils vont faire. On voit la valeur du marché de Draisaitl et McDavid malgré le monstre à 2 têtes. Fait que, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'en venir à Chicago avec McKenna Bédard? Mais la loterie, fiez-vous pas à ça. Regardez les Islanders. Bon, mais ça arrive une fois, c'est arrivé 2 fois en 20 ans que c'est un équipe à l'extérieur du top 10 qui a gagné la loterie. Tu peux pas te fier. Non, tu peux pas te fier à ça, ça c'est sûr. Surtout la manière qu'ils font leur loterie. Je veux dire, c'est. Au pire, tu mets. En tout cas, je trouve ça weird un peu. Là, mais capsule complotiste, là. Et que je ne serais pas surpris qu'il y ait McKenna aboutisse à Pittsburgh. Encore un autre gros nom qui aboutit à Pittsburgh. Tu penses? Je pense, on s'entend. Si tu penses que les Pingouins ont un semblant de peut-être de sniff, de faire les playoffs, ils n'ont pas de pick à Vegas tout de suite après-midi. Là. Ils n'ont pas de pick, ils n'ont rien. Mais ça va être le désespoir l'an prochain. L'aspect complotiste, je le verrais plus réunir les deux cousins Bédard-McKenna à Chicago. Aussi. Ouais, j'avoue. Je veux dire, écoute, tu as ton centre, ton allié en partant. Merci, bonsoir pour les 10 prochaines années. Tu as ton goaler numéro 1 que tu viens d'aller chercher, Spencer Knight, qui goal en feu depuis qu'il est à Chicago. Ouais, ça commence à bâtir quelque chose de pas pire. Messieurs, on va conclure l'épisode à l'instant, parce qu'il y a des soupers de fête des pères qui vont se faire aller ce soir. Yanakis, il vient de finir de siphonner son drink à l'orange.
Non, ça n'a pas été trop long. Je l'ai sifflé. Donc, rapido. Donc, on va closer ça comme en même temps que la fin de la course du Grand Prix. On va essayer de faire ça moins dramatique que le Grand Prix. La fin Que ça dramatique. coûte moins cher, point de vue matériel. Ouais, Chris. Je voudrais pas scraper juste un volant. Ouais, on va finir ça sur une bonne note avec le résumé d'avoir eu nos cousins français. Puis c'est une belle opportunité éventuellement. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis, ça va être très beau pour le hobby, autant en France qu'ici, ce partenariat-là. Puis, ce ne sera pas la dernière fois qu'ils vont venir sur le podcast. Donc, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, bon dimanche à tout le monde. On se revoit dans 9 jours au lieu de 7 jours. Oui, puis les boys, les pères, vous trois, je vous souhaite bonne fête aujourd'hui. Puis, je vous adore. J'adore mon père. J'adore encore une fois tous les pères au Québec. Restez forts, restez beaux. Puis, bye. À la prochaine. Salut à tout le monde. À la prochaine. Ciao.